Pour écouter et profiter de tous nos podcasts de Puissance Park, n'oubliez pas que nous sommes sur SoundCloud, Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcasts et il y en a encore certainement que j'oublie, donc n'hésitez pas. Et si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez nous verser un petit tip sur notre page utip.io/puissancepark et tout l'argent va nous servir à acheter du bon matériel comme celui que vous allez profiter dans votre podcast qui commence tout de suite. Ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Achtung. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1... Eh ben bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park. C'est pas du tout la troisième fois qu'on recommence cette intro surtout. Voilà, en tout cas on est ravis de vous retrouver pour cette série qu'on va consacrer, en fait depuis le temps quand même, ça fait depuis 3 ans que Puissance Park existe, bientôt 100 épisodes. On y arrive, on y est presque. Oh que oui, on y est presque et il s'avère justement que pour ce 100e on a préparé quelque chose d'un petit peu spécial, de très très gros, et ça va être lié avec la petite série que l'on commence maintenant, puisque on est parti du côté de Rust, les amis, on est parti en Allemagne. Au bout de 3 ans de Puissance Park, on s'est quand même dit que ça pouvait valoir le coup d'aller visiter Europa Park. Oui, ça faisait plus d'1 an qu'on prévoyait justement de s'y rendre, mais les choses étaient un peu compliquées. Il y a juste eu une petite pandémie, rien de bien difficile. Oui, voilà. enfin bon, c'était déjà plus ou moins fini. Mais c'était surtout question d'agenda. Et puis au final, on a pu s'y rendre, on a pu avoir tous les invités qu'on avait souhaités finalement. Oui. Et puis pour la 100e, évidemment, on vous garde le plus prestigieux des 3 qu'on a eu. Oh que oui, et je pense que vous allez vous régaler les amis avec cette petite série de 3 épisodes, en tout cas 3 épisodes qui vont être tournés en mode interview. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça à la fois sur SoundCloud bien entendu en audio, mais on vous invite vraiment vivement à venir sur YouTube parce qu'on a quelques illustrations qui vont se caler et puis même vous allez pouvoir voir le cadre dans lequel on a tourné, qui était une belle salle d'Europa Park au-dessus du quartier français. Oui, ça, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on aborde dans la deuxième interview, donc vous aurez plein de détails sur cette fameuse salle. En attendant, vous pouvez déjà la voir dans le premier épisode avec l'un de nos 2 premiers invités qui sont pas en reste. Il n'y a pas que le 3e qui compte. Là aussi, on a appris plein de choses avec eux. Ouais. Et en l'occurrence, là, c'était sur quel sujet, Greg? Eh bien, en fait, pour cette fois-ci, pour ce premier sujet, il y a une expérience que Europa Park a ouvert, mais pas dans le cadre du parc en lui-même. Ça se trouve sur le resort, donc c'est juste à côté de Roulantica qu'ils ont ouvert ce truc-là. Il s'agit en fait d'une expérience temporaire autour de la VR. Alors, certains d'entre vous se rappelleront peut-être de The Void qui se trouvait dans les quartiers Disney à côté des parcs Disney. Oui, on en trouvait aux États-Unis. Il me semble qu'il y en avait un à Londres. Bon, ils ont fait faillite malheureusement, mais ils ont fermé à cause d'accords de licence. Voilà, c'est un mélange de VR, free roaming, mais en mode escape game aussi. Et c'était avec des grosses licences comme Star Wars. Il y avait aussi du Disney avec Wreck-It Ralph notamment. Il y a eu les Ghostbusters. Donc ça ratissait large, mais ils se sont un peu cassés la gueule, justement parce que les licences ça coûte cher. Et puis surtout parce que, comme vous allez le découvrir dans cet épisode-là, un système comme celui-ci est assez complexe et je pense que vous avez compris où on en vient. En effet, Europa Park et MacNext, en l'occurrence, la division d'Europa Park, un peu le Imagineering d'Europa Park en quelque sorte, celle qui travaille sur la R&D et aussi sur la conception de ce genre de nouvelles attractions et de nouvelles expériences à Europa Park, du coup, a développé une version à eux sur laquelle ils ont le contrôle total et qu'ils proposent sous le nom de Yulby, qui est décliné en 2 expériences différentes. Et donc, on a été invité pour tester ces 2-là. Et donc, du coup, non seulement on a pu expérimenter ça, donc vous allez entendre notre feedback à mesure que l'épisode va se dérouler, puisqu'on a la chance, dans cet épisode, de pouvoir faire notre service après-vente directement auprès d'un chef de projet qui a bossé dessus, qui est Mathis Gouillon, qui a travaillé justement sur ça, et donc du coup, qui est notre interlocuteur pendant cette interview et qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Et certes, c'est un produit qu'ils veulent vendre. Nous, on n'aurait pas forcément eu l'intention de s'y rendre comme ça spontanément en tant que visiteur lambda. Et moi, je tiens vraiment à dire que pour le coup, c'est pas du tout le genre de truc où naturellement j'aurais été. Et quand on m'a dit qu'on va faire Yulby, je fais c'est quoi ce truc? Et je suis assez content finalement d'avoir découvert et de pouvoir en parler. Moi, j'avais découvert via une vidéo de Pay Forever, coucou Arnaud. Et au final, même si moi je suis pas fan de VR, c'est ce que je dis depuis toujours, en dehors des coasters
coaster, par contre, c'est vrai que là, ça offre des perspectives intéressantes pour l'avenir, surtout avec le point de vue qu'ils ont sur ce projet-là et comment ils souhaitent le développer. De toute façon, tout ça, on en parle dans l'interview qu'on va lancer maintenant, je pense. Lançons-la incessamment sous peu, les amis, parce que du coup, on vous propose de se retrouver et habituez-vous à ce décor, encore une fois, sur YouTube, les amis. Habituez-vous à ce décor-là, parce que vous allez vous le taper pendant les 3 prochains épisodes. Mais on va se retrouver, du coup, en direct, enfin, pas direct, d'Europa Park, pour le coup, pour cette en interview. léger différé de quelques semaines. En léger différé de quelques semaines depuis Europa Park, avec Mathis, pour nous parler de tout ça. Restez à l'antenne, on se retrouve juste après. Et pour nous parler avec nous de tout ça et avoir directement l'info à la source, nous recevons Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour à tous les 4. Comment ça va? Ça va, impeccable, merci beaucoup. Pas trop stressé, tout? Ah non, du tout va bien. Très content d'être ici, grand consommateur du podcast, donc très content C'est vrai. d'être derrière le micro. Quel honneur, quel honneur ça quand même. nous va droit C'est au beau, cœur hein. en tout cas. C'est beau. Eh ben écoute, moi ce que je te propose, c'est que l'on ne perde pas de temps. On va Allez. directement entrer dans le prévif du sujet, puisque nouvel invité, nouveau pré-show, puisque c'est nos questions de présentation. Je prends la première, après on fera tourner comme les d'habitude. invités. Les serviettes. Exactement. non. Trop tard, trop tendre. Allez. T'avais envie. Donc la première question qu'on pose à tout le monde, c'est quoi ton home park? Alors, celle-là devrait être plutôt facile à répondre. On a quelques indices autour de nous. Donc, c'est Europa Park. Depuis Quelle 2 ans surprise. maintenant. Depuis 2 ans maintenant. On s'y Quelle attendait surprise. J'habite à précisément 500 voire 600 mètres du parc. Donc, non, ce serait même Rolantica plus précisément si on doit être précis. D'accord. Ça dépend si on considère le parc comme Non, un mais resort. après, c'est vraiment le parc de ton enfance aussi? Alors non, pas du tout, Ah oui, parce d'accord, que moi nous, je on viens de parle Lyon. aussi de- Donc voilà, le vrai home park, disons, c'est Walibi Rhône-Alpes, mais pas celui que vous connaissez maintenant, Non. celui des années D'avant. 2000-2010. Qui faisait Donc très mal. voilà. Ah oui, il y comme avait quoi, un groupe de rock un peu chelou. Oui, il y a ce Ouais. qui paraît, oui. Et pas J'ai beaucoup jamais d'attractions rutilantes, on va dire. C'est ça, disons que voilà, je suis né de ce point de vue-là à la mauvaise période. Mais tout va bien. Non, Maintenant. c'est bien parce que tu as connu donc un truc moyen qui est devenu bien meilleur depuis. Voilà. Et c'est vraiment, ouais. Est-ce que ce parc, du coup, a engendré une passion certaine ou ça a été. Non, c'est plus compliqué. Je pense que ça a été une visite au Futuroscope, bizarrement, qui a démarré ma passion. Puis après, je suis tombé sur les forums et là, je suis tombé dans le monde des parcs et j'en suis jamais vraiment ressorti. Discours qui rejoint un petit peu. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une certaine rémanence de Futuroscope en ce moment. Comme quoi. Ouais, ça revient Ouais, étonnamment. ça revient. À toi, je t'en prie. Eh bien, ça déboule sur la question qui est quelle est ton attraction, non, ton parc favori, pardon. Bon, parc favori. C'est toujours variable, ça dépend de visite. Pour moi, Liseberg, je vais peut-être pas être très original, Liseberg est mon parc favori. Pourquoi ? Parce que c'est un des rares parcs qui est très authentique, je trouve, qui a réussi à avoir ce côté assez chaleureux, assez naturel en fait. Quand je suis allé, je me souviens, il y avait une espèce de petit kiosque là près de l'hôtel Gaston et il y avait un club de personnes âgées qui dansaient. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé cette scène en fait complètement hors du temps. Et je me suis dit il y a quand même quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment. J'ai retrouvé en tout cas, ce genre d'ambiance à Kenobles, Voilà, et bah, justement aux c'est- États-Unis, c'est-à-dire c'est vraiment le club Voilà, exactement. du troisième âge qui vient justement jouer au bingo Exactement. dans le Kenobles. parc parce que bon, déjà la disposition est particulière, mais Ouais. on sent que c'est le truc familial du coin où tout le monde se Exactement. rend. Exactement. Et ça, je trouve, c'est très rare les parcs qui ont réussi ça et pour moi, c'est un vrai exemple de ce point de vue-là. Ouais. Ok, du coup, je vais enchaîner avec la question suivante. On est passé du parc, on va passer Mhm. à une attraction, Mhm. une expérience particulière que t'as surkiffé. Bon, je vais tricher, j'en ai deux. Si on prend la partie coaster pure, ingénierie, je suis pas très original. Steel Vengeance, je pense à Cedar Point pour moi reste quand même oui, un- je l'ai testé, je peux une confirmer. référence d'ingénierie et de sensations tout simplement. Sur l'expérience en elle-même, la plus aboutie pour moi, c'est quand même Pirate, de ce que j'ai fait. C'est Pirate à Shanghai Disney. Ah oui, level up. Pas eu hein, l'occasion très de le faire impressionnant. dans l'équipe. Sur la partie Dark Ride qui est quand même à chaque fois j'ai dû le faire 5-6 fois, il y avait quand même un waouh à chaque fois sur la scène sous l'eau. Et voilà, mais c'est pas pour moi des trucs parfaits, c'est-à-dire je pense qu'on a encore de la marge, mais ça se rapproche disons de ce que j'aime et de ce qui se fait de mieux je pense à l'heure actuelle. Et est-ce que tu as une attraction ou un parc d'abord peut-être Oui, est-ce je- que tu as oui, un, oui. un parc que tu n'aimes pas du tout Ouais. et tu ne souhaites plus jamais y remettre les pieds? Alors ça c'est la question difficile. Je sais pas qu'est-ce qu'il a répondu Sébastien là-dessus. Tiens. Il a Je vais- parlé d'un parc en Floride. Un D'accord. parc très local. Il y aura des cibles trop faciles. Non, le problème c'est que dès qu'on base dans le parc aussi, on sait à quel point c'est compliqué de faire tourner ce truc. Donc tout ça pour dire, la pire visite que j'ai eue, je pense, c'est à Thor Park globalement, qui est pour moi l'archétype du mauvais parc Merlin. Pour en discuter, il n'y a pas que des mauvais parcs, mais Tu n'es pas le premier à nous dire mais- que Thor Park Ouais. n'était pas une bonne expérience. Ouais, On a ça m'a reçu déçu. d'autres personnes aussi dans le podcast Mhm. qui nous ont dit aussi Ouais. qu'ils n'avaient pas passé un bon moment parce qu'il y Bah. avait du forçage pour de la vente de ouais, fast-pass. il y a du forçage, je sais pas. C'est comme Cedar Point. Je dirais pour avoir une ambiance, c'est une île, il pourrait se passer quelque chose et
En tout cas, quand je suis allé, il s'est rien passé. Mais voilà. Ça dépend aussi, encore une fois, ça dépend des conditions de visite, donc tout ça est. Non, mais super, si pour toi c'est super. effectivement un élément important, ça veut dire Ouais. qu'ils ont raté leur sim. Donc, quand même, de ce côté-là, il faut faire gaffe, quoi. Bon, après, c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils doivent faire, mais effectivement, c'est Oui. un parc qui m'a Et donc, au-delà du parc, est-ce qu'il y a Ouais. une attraction que tu ne veux plus jamais refaire de ta vie ou qui t'a choqué, je ne sais pas. Ça s'appelle comment le truc à Disney là qui vient d'ouvrir Non, non. Flight Force, Ça Écoute, dénonce. c'est le moment, hein, tu Non, peux. Vas-y, c'est parti. Allez, je vais refaire comme tout à l'heure, j'avais fait un Dark Ride, un coaster. Le Dark Ride quand même, hein, je suis désolé, je vais parler de Ratatouille pour moi qui est quand même le truc qui m'a déçu parce que trop incohérent, parce qu'avec un budget comme ça on pourrait Est-ce s'attendre que à tu as quelque fait chose Mystic de- Manor avant de faire Oui. Ratatouille? Non, Eh ben, après. Non, après. Après. Ouais. Je l'ai fait avant et je m'attendais à voir quelque chose de similaire. Je me dis bon, c'est après forcément ça va être aussi bien voire Ouais. mieux. Et là la descente aux enfers, quoi. Bah, c'est vraiment ça. la déception. Ouais. On se fait un peu C'est chier. dommage, il y a des trucs vraiment pour moi qui avec un peu de recul sont pas basiques mais qui auraient pu vraiment être corrigés facilement. Donc ça c'est dommage quoi. Ah, La proximité on a des quelqu'un écrans, autour de des la choses table comme ça. qui a vu un petit peu comment se passaient les Ah différents bah, problèmes. il y a pas de quelqu'un, c'est moi, hein, en fait. J'ai fait le chantier, j'ai fait la Ouais. construction avec Imagineering jusqu'à l'inauguration, donc Je savais je pas. peux te, J'ai mis les briques et je peux, du bâtiment. je te rejoins sur beaucoup d'aspects. Ouais. Il y a des occasions manquées, Voilà, des c'est ça. scènes, des endroits où on nous dit mince, les gars, vous merde, auriez pu ouais. faire autrement et ça serait vachement mieux passé. Mais ce que tu je as veux vu donc. de tes yeux du coup qu'il y avait certaines possibilités Ah oui. vraiment plus optimales, mais que Ah oui. des gens qui sont décisionnaires disent alors non, mettez-le moins bien. Non, c'est pas que c'est moins bien, c'est que c'est le résultat de compromissions Ouais. qui sont au détriment de compromis. l'expérience. Donc en fait, t'es obligé de niveler vers le bas pour certaines choses, Ouais. mais au final, quand tu es sur le chantier, tu te dis bon, c'est pas le plus important, c'est pas grave. Mais c'est quand t'as le visiteur qui lui n'a pas ce regard-là et qui regarde ça d'un vrai regard non complaisant, il va dire ouais, mais pourquoi vous avez fait ça? Ouais. Ah oui, mais on peut pas le Ouais. justifier en disant ouais, mais on n'avait pas le budget, on a voulu faire une coupe. Mais non, tu peux pas le justifier. Ouais. Quoi. Et, Donc, oui. je trouve d'autant plus problématique que Disney, avec les nouvelles versions de Ratatouille, n'est pas essayé de changer ça. Mais bon, on va pas passer Pour plus des que ça. raisons purement mais économiques. en voilà, plus, hein. purement économiques. Et Merci, sinon, merci malheureusement, Bob. c'est connu, Merci voilà. Bob Sapek. Mais après, voilà, chaque projet est compliqué, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a toujours effectivement des compromis, mais je pense que voilà, c'est pas du niveau de ce qui aurait pu sortir. Et sur la partie coaster, déception pour moi, El Toro, du coup. El Toro, ça t'a déçu? Ah ouais, pour moi, Tu t'es mis les meilleurs devant ou time du derrière? mois, j'ai tout essayé. Ah ouais. Il y a rien qui m'a passé. Oh. Pourtant, je crains vraiment pas les vibrations, mais après les deux boss time, pour moi, les virages sont vraiment de l'ordre du infaisable ou vraiment dangereux. Donc je pense qu'il faut que vraiment. Oh non. On discutera après le podcast. Ok, mais si tu alors, veux, si vraiment moi, ouais, c'est ouais, quelque ouais. chose qui Il y aura une discussion animée en off, ça va être très drôle. Ah, bah, c'est bien, c'est bien. Et du coup, on en finit avec l'attraction plaisir coupable. Alors ça, ouais, j'ai un peu plus de mal à réfléchir. Parce que elle est pas très kitsch, mais pas de grand monde ne l'aime. Moi, je l'adore. C'est Transformers. Transformers. Non, c'est parce qu'elle est souvent comparée à Oui, Spider-Man. je pense que c'est le souci. Forcément. Je pense que c'est le souci. Mais d'un point de vue, je trouve réalisation, l'angle, l'animation 3D, les effets. Et puis j'ai eu la chance de voir entre guillemets dans la tour de contrôle comment ça se passait. En fait, tu te rends compte vraiment que tout est calculé. Et d'un point de vue maîtrise technique, je trouve ça incroyable. Même Oui, si non, c'est boom boom. Non, mais Donc, c'est un achievement. Beaucoup Oui, disent bien sûr. ouais, c'est boom boom, c'est pas Non, mais top. c'est au Moi, je même trouvais ça titre. incroyable. Ouais, Fais après, partie de c'est. ces gens-là. Ouais, il y a le côté Transformers, c'est une franchise de films pour les beaufs. Voilà, Ouais, voilà, c'est comme à l'époque, moi l'attraction, j'ai plutôt comme toi, j'apprécie beaucoup. Ouais. Surtout qu'on se fait aspirer dans, je sais plus comment il s'appelle, Destructor. peu Ouais, importe, mais Numéro les 32, engrenages, ouais. ça c'était la scène des engrenages que tu traverses. Ça, ouais. c'est un kiff. Moi, j'adore ça. Et au même titre que Cars, bon, c'est pas un film révolutionnaire, mais Mhm. Cars Land a foutu la claque à tout le monde, quoi. Ouais. C'est dans le même esprit, je Ouais. trouve. Oui, puis en plus, c'est vrai que sur Transformers, c'est une sacrée évolution des techniques de production qu'il y a eu sur Spider-Man. Le squinching est maîtrisé, mais à la perfection. Exactement. Les transitions pour attirer ton attention pile Ouais. à l'endroit pour t'empêcher de voir une gaine technique dégueu. Et là, c'est Ouais, juste c'est- génial, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est maîtrisé, quoi. Ça manque juste d'une gerbe de feu à un moment. Oui, oui, oui. Quelques contraintes de type technique. Ouais, mais. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, on a fait donc le pré-show Parfait. et maintenant ce que je te propose c'est parle-nous un peu de ton parcours. Ok. Comment est née ta passion du monde des parcs et comment tu es arrivé au fur et à mesure de tes études à travailler chez MacNext. Ouais, chez MacNext. Alors comme j'ai dit, ça a commencé au Futuroscope. Je sais pas pourquoi. J'ai pris un jour le syndrome. Je suis revenu d'une visite au Futuroscope et je suis tombé sur les forums. Alors ça a été Amworld, ça a été Coasters World. J'ai été admin sur ces différents forums. Et petit à petit, avec le temps, j'ai commencé à faire des parcs.
un petit peu avec mes parents, beaucoup avec d'autres passionnés. Et puis en fait, j'ai fait mon premier stage en 3e à Disney sur la TOT, et là je me suis dit bon c'est bon, je vais bosser là-dedans, peu importe que ce soit opérateur ou CEO, j'en sais rien, je m'en fiche, mais je veux bosser là-dedans. Et après du coup j'ai fait entre guillemets toutes mes études un peu basées là-dessus. J'ai fait parcours un peu classique entre guillemets, prépa école de commerce, en me disant je vais apprendre les bases du management ou de l'économie tôt parce que ça me saoule mais faut le faire, et comme ça après j'essaierai de plus aller sur la partie ingénierie et design pour plus m'éclater le reste de ma vie quoi. Et en fait ça s'est fait comme ça, donc j'ai fait mon apprentissage à Disney pendant 2 ans. J'étais sur le pricing, le pricing des offres promotionnelles, ce qui est un sujet très très technique mais très intéressant. Et après, petite question de C'est quand pas juste bien fait sûr. plus fort, non? Augmente-le, simplement. et la non, réponse. il y a plusieurs manières de l'augmenter. tu mais- as été de quand à quand à Disney? 2007 à 2019. Mais attention, hein, vraiment apprenti, donc Oui, un oui. rôle. J'ai vu les coulisses, ce qui est très intéressant. On peut pas dire que j'ai été acteur du tout du changement de Disney. Ne venez pas me frapper si le parking a augmenté de 23%. Mais voilà. Non, ok. C'est pour pour savoir Disney. si je t'ai croisé peut-être à un moment donné ou quelqu'un dans C'est l'équipe. probable. Parce qu'on C'est probable. je travaillais à Disney longtemps, mais pas dans le même secteur. Donc, non, Ok. effectivement, à ce Donc, moment-là, moi, j'étais déjà. J'étais parti. enfermé à Team Disney dans le bâtiment principal. Je ne sortais pas. Non, et voilà. Après, j'ai fait 6 mois à la Compagnie des Alpes dans le service stratégie et développement international. Donc voilà, un peu plus déjà, on commence à aller un peu plus vers le créatif, entre le conseil et le créatif. Et après, par un miracle que je ne saurais expliquer encore aujourd'hui, j'ai candidaté ici pour un poste pas bateau, mais qui m'intéressait pas du tout, parce que c'était en plein Covid. Je me suis dit, je vais tenter, on verra, on passera les entretiens. Et puis en fait, je sais pas, j'ai reçu un appel du directeur du master planning. Il m'a dit ouais, t'es quand même plus branché parc, tu veux pas plutôt bosser sur les nouveaux projets? J'ai fait oui. Oh bah Et, non, ça m'intéresse pas. Et voilà, et le courant est bien passé. Et vraiment, alors que c'est plutôt un poste plutôt d'ingénieur, techniquement, ce que je fais, ils ont fait le pari de me prendre, et voilà, je leur en suis Mais reconnaissant. du coup, t'as pas une formation d'ingénieur, alors Non. si je comprends bien. Du tout, vous êtes dans la mouise. Non. Non, mais en fait, c'est Non, ça, non. c'est ça qui me surprend, et c'est plutôt une bonne Mhm. chose pour toi, c'est-à-dire qu'on t'a pris finalement pour ton potentiel, quoi. Ouais, et surtout pour la passion, je pense que voilà un premier message à tous les passionnés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une qualité. Bah, ouais. c'est ce que essentielle. j'allais dire, parce que le secteur des parcs est comme encore assez structuré Mhm. dans le sens où il faut avoir tel métier, telle branche, tel diplôme. Ouais. Et là, en fait, t'es arrivé par une petite porte et t'as pu refaire autre chose, quoi. Absolument, voilà, ils ont vu que j'étais curieux, ils ont vu que globalement, enfin, ils ont pensé, et je pense qu'ils ont raison, que à partir du moment où tu as ce côté curiosité que tu peux pas instiller en quelqu'un, tu peux apprendre à peu près n'importe quoi, en discutant avec McRae, en discutant avec n'importe qui. T'as toujours quand même des plus âgés entre guillemets qui te laissent pas non plus faire n'importe quoi. Mais voilà, ils ont fait confiance et c'est plutôt cool. Donc voilà. Mais attends juste une petite seconde, parce que du coup, en fait, il y a Passion Park qui joue, bien sûr, parce Mhm. que ça te donne ta culture et le fait de pouvoir comparer avec des choses qui existent et de voir un historique pour voir et déterminer vers quoi on peut avoir envie d'aller. Ouais. Mais du coup, il y a peut-être un attrait pour la technique aussi. Bien sûr. L'informatique dure, mais ça, c'est quelque chose que tu faisais peut-être en parallèle en soi. C'était une addiction. L'informatique dure pas tellement. Moi, je viens vraiment des parcs plus classiques, donc la partie vert est venue un peu après. Mais non, je pense que c'était plutôt moi la partie vraiment ingénierie des attractions qui m'intéressait, l'historique, comment ça a évolué, voilà, des calculs de structure, des choses un peu plus techniques peut-être, mais d'assez loin quoi, qui m'ont intéressé. Et c'est ça, je pense qu'ils ont vu quoi. Et après la partie informatique VR est venue quand j'ai commencé à bosser un peu sur de la VR ici. Pareil, parce qu'ils ont dit c'est bête de mettre que des techos sur de la VR pure. Il faut, si on veut aller chercher les visiteurs de parc, il faut des gens qui s'y connaissent plutôt en parc. Donc ils ont un peu mixé ces mondes-là, et je pense que c'était une bonne décision. Enfin, j'espère. Et donc là, actuellement, tu travailles chez MacNext. Ouais. Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement Ouais. qu'est-ce que c'est que MacNext, parce que je pense que c'est pas connu du Ouais. grand public. Ouais, assez pareil de moi, t'as raison. Le MacNext, en fait, c'est ce qu'on appelle le département créatif d'Europa Park, qui contient aujourd'hui 15 personnes à tout casser. C'est une petite équipe, 7 designers, donc vraiment qui eux dessinent les premières idées, 3 chefs de projet, dont un vraiment 100% vert, moi qui suis un peu entre les deux, et un plus orienté vraiment attraction. Donc chef de projet, notre rôle c'est vraiment d'accompagner depuis les premières réunions créatives jusqu'à l'ouverture et la remise aux opérations les attractions. Donc c'est vraiment d'être entre guillemets le garant ou le mini CEO entre guillemets du projet pour un temps limité. Donc voilà, et puis après il y a un storyteller qui est chargé d'écrire toutes les histoires autour de nos attractions. Et puis voilà. Donc c'est une petite équipe, et donc le but c'est vraiment aussi bien de faire les nouvelles attractions d'Europa Park, de Roulantica,
de Yulby ou autre chose VR. Et aussi de plus en plus, on a de plus en plus de parcs qui nous font appel pour du consulting parce qu'ils ont, comme souvent, l'argent ou le terrain, mais pas les compétences. Ils savent pas gérer des flux, etc. C'est ce qui est normal. Et donc on arrive, on leur propose des solutions. En tout cas, on discute avec eux de voilà comment faire un bon design, comment penser en termes de flux, comment penser en termes d'organisation, de master plan, quoi. C'est de la formation que vous faites ou vous fournissez une prestation? C'est vraiment du conseil. Ah ouais, c'est d'accord. pas, enfin après ça dépend évidemment des envies, mais c'est plus du conseil où voilà, suivant les demandes, on peut faire un master plan, on peut faire des élévations, on peut faire des dessins techniques et voilà, les accompagner. S'il faut même jusqu'à la partie opérationnelle, mais on n'a pas encore eu à faire. D'accord, ok. Ça, ouais. Donc en fait, on pourrait comparer ça à une forme de Walt Disney Imagineering, mais qui serait ouvert à d'autres parcs, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. C'est du consulting, les boîtes de consulting, on Voilà. a plein qui font, mais là, comme Oui, vous êtes vraiment, là, pour vous-même, le coup, vous avez un voilà, parc ici, dépend déjà c'est un exemple d'un grand parfait, groupe, quoi. ouais. Voilà, et pour être tout à fait honnête, aujourd'hui on a des capacités limitées en termes de personnes en interne chez MacNext, donc on voit aussi les projets entre guillemets qui nous intéressent et qui ont vraiment du potentiel pour nous. On n'est pas du tout dans une dimension d'aller conquérir le monde ou d'avoir 800 contrats avec des externes ou je sais pas quoi. On est juste en mode bon, ok, on apprend plein de choses, ce serait chouette qu'on partage un peu, même si évidemment il y a de l'argent derrière. Donc ouais, essayons d'accompagner les parcs ou les gens qui en ont besoin. Ouais. Et toutes ces connaissances, je veux dire, toi, tu les as apprises sur place. On t'a inculqué un petit peu les calculs, le B à bas en fait, de la part de personnes qui sont expérimentées forcément puisqu'ils sont là depuis longtemps. Ouais. Déjà ça prend sur le tas et au fil du temps. Hein. Faut pas croire du tout. Je suis en tout début de carrière, je suis tout jeune, donc il y a plein de choses que je sais pas. Mais donc, ça vient pas de tes études, je veux dire. Non, du tout, du tout. Mais ça, je pense que même mon N+1 entre guillemets, qui est Patrick Mars, qui est chef du master planning, lui-même le dit. Hein, il y a plein de choses que de toute façon t'apprends pas même en tant qu'ingénieur pendant tes études. Ce qu'on fait dans un parc, c'est quand même très spécifique, donc ça prend sur le tas, ça prend avec plein d'observations dans le parc, ça prend avec aussi des tableaux Excel. On sait, je sais pas, que le chiffre d'affaires serait parti de tant de pourcents. On sait quelle dimension il faut pour une file d'attente. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui s'apprennent avec le temps. Jean-Marc qui est avec nous souvent, lui-même il a son tableau Excel où en gros en fonction de la zone d'achalandage du parc, il sait le nombre de toilettes qu'il y aura. Non mais voilà, c'est des choses comme ça. C'est marrant les conséquences que ça peut avoir sur les chiffres. C'est des choses qui s'apprennent comme ça, qui me marrant au fil des stages, au fil des projets. Et voilà quoi, il y a toujours à apprendre, donc c'est cool. Franchement, c'est intéressant. On va en parler, on va rentrer un peu plus progressivement dans le sujet. Allez. Alors, je vais faire donc le parallèle avec nous, pour le coup, puisque on a découvert un des produits MacNext qui s'appelle Yulby. Ouais. Donc, pour résumer, ceux qui ne connaîtraient pas, donc Yulby, c'est une double expérience VR. Il y a une version Go qui dure 10 minutes, une version Pro qui dure 30 minutes, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, qui sont entre 10 et 30 euros de mémoire également. Donc, c'est situé à côté de Roulantica pour l'instant. Et il y a, si ma mémoire est bonne, dans le parc aussi une expérience Yulby Go qui est disponible. Donc l'idée c'est qu'on est équipé de casques VR et on va vivre une expérience, donc souvent dans des univers plus ou moins liés à Europa Park, et après on va manipuler des objets, on va se déplacer dans des espaces, donc c'est de la réalité virtuelle vraiment avec un déplacement physique. Si je peux me permettre justement l'enjeu de Yulby Go, c'est de le différencier par rapport à la réalité virtuelle qui aujourd'hui, les trois quarts de ce que les gens ont comme équipement chez eux, ça va être du casque asservi avec un câble. Il y a des systèmes qui existent qui vous permettent de vous déplacer dans à peu près 3-4 mètres carrés, notamment les Vive ou ce genre de trucs avec des capteurs que l'on place, enfin des émetteurs que l'on place. Vous, en fait, vous avez fait le pari de proposer deux expériences, donc c'est réminiscent de ce que Enter the Void avait fait par le passé, mais vous avez pris le pari de placer deux expériences en free roaming, c'est-à-dire donc où le casque est autonome ou asservi à un truc sans fil et où vous vous baladez dans 80 mètres carrés ou 200 mètres carrés, c'est ça à peu près ? Même un peu plus, 250 mètres carrés. Ouais, l'idée c'était vraiment de dire en fait, Yulby très rapidement, il y a eu une année de réflexion où ils se sont dit, d'accord, bon déjà, d'où on part, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et c'est vrai que le premier truc, ça a été de se dire, nous, on préfère que les gens viennent chez nous, pour l'instant. Bon, je dis pas que dans 5-10 ans ce sera comme ça, mais on préfère que les gens viennent chez nous. Donc, par définition, il faut quelque chose de différent, donc il faut que les gens puissent marcher dans des univers. Donc déjà, le free roaming, voilà, c'était réglé à ce moment-là. Et après, on a dit, d'accord, on veut peut-être une version pour les débutants, entre guillemets, ou les gens qui veulent découvrir ça sans trop avoir d'équipement lourd ou de choses qui font trop peur. C'est une introduction à la VR et les possibilités que tu as avec. Tout ça. En essayant de faire un produit qui soit pas
pas du niveau de ce qu'il y avait. Enfin, disons que la VR a commencé avec une phase très très pourrie, disons-le comme ça, où tout le monde essayait de faire un truc. C'est normal, c'est un peu la phase de nettoyage, disons, où tout le monde essaye une fois. Et après, on s'est dit bon, ok, est-ce qu'on peut faire un produit simple mais qui soit quand même assez sympathique? C'est Yulbigo, 80 mètres carrés, effectivement, des expériences individuelles, donc les gens se voient les uns les autres pour pas se rentrer dedans évidemment, mais c'est quand même une aventure individuelle. Et le pro, après, on met les gens là ensemble et c'est là vraiment que l'aventure commence. Alors du coup, je précise aussi un petit truc parce que c'est vrai que là on est parti directement sur le free roaming. Juste, oui, pour clarifier, oui, d'accord, certains vont peut-être penser, oui, mais avec une manette de jeu, je peux me déplacer dans un environnement VR, genre Doom. Ouais. Mais là, non, on parle bien de se déplacer physiquement dans l'espace. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse donc, de ce projet, comment c'est né Yulby et pourquoi est-ce qu'il est là-bas, quelles sont les envies que vous avez derrière, quoi. Et puis quand est-ce que tu as atterri sur le projet finalement, comment tu as commencé? Ok. Alors lui, c'est quelque chose qui trottait dans la tête de Michael Mack depuis un petit moment. Il a toujours bien aimé la VR, pas pour ce qu'elle était en tant que technologie, mais pour ce qu'elle permettait potentiellement, à savoir raconter des histoires vraiment de manière originale. On avait commencé avec Apple Express, donc on était les premiers entre guillemets à faire de la VR sur un grand 8. On l'avait fait avec Greg, l'Alpen Express VR, et on avait fait aussi Pegasus. Ok, ouais, ça c'était vraiment au début. Et voilà, ça a évolué aussi, je veux dire, maintenant les contenus sont quand même, je pense, encore mieux. Et après, il s'est dit, bon, quel est l'état de la VR aujourd'hui? Bon, le nouveau gros truc, effectivement, c'est le free roaming, avec de grands acteurs qui sont rentrés sur le marché, The Void, peut-être qu'on en reparlera. Essayons de faire une autre version, pas pour copier, mais parce que c'est une expérience qui lui avait plu aussi quand il l'avait testé, avec nos histoires. Et donc après, la phase de réflexion a démarré, avec tout le sourcing des fournisseurs. Moi je suis arrivé 3 mois avant l'ouverture de Yulby, donc vraiment sur la toute fin, j'ai juste vu les emmerdes de fin globalement, qui sont classiques à un projet. Et voilà, on a ouvert en septembre 2020. Super timing avec le Covid. Super année. Parfait, surtout une expérience avec du contact, avec des objets c'était parfait, proches du corps. C'était très virtuel, très très virtuel. Et donc voilà, on en a profité pour aussi, on a quand même eu 1 ou 2 mois, on a pu avoir des retours de visiteurs, donc après on a amélioré des choses, on a essayé en tout cas, parce on est arrivé vraiment, on a beaucoup appris, faut être super humble là-dessus. Et donc voilà, donc on est maintenant quand même une version qui nous plaît d'un premier contenu. On a sorti un deuxième contenu qui s'appelle Miniature Wonderland avec en partenariat entre guillemets avec le parc du même nom qui a aussi la même installation, qui est situé à Hambourg. C'est un espèce de grand village miniature. Je sais pas si je pense que pas mal de gens ont dû voir les vidéos. On voit l'avion décoller de l'aéroport, tout ça en mode maquette. C'est assez impressionnant. Voilà. Ouais. C'est un super lieu. Enfin franchement, ils sont bien organisés et tout. C'est vraiment familial aussi. C'est vraiment top. Donc ça c'était le deuxième contenu, et là on va sortir un troisième, donc là je parle toujours du Pro qui est la grosse version, disons fin de l'été pour rester large. Amber Blake qui sera qui sera sur le thème d'une BD en fait qui est pas très connue, une BD d'une française qui s'appelle Jade Lagardère. C'est une sorte de roman d'espionnage un peu revisité, un peu badass, je pense qui est assez moderne, qui passe plutôt bien. Avec un environnement un peu plus dark que ce qu'on fait habituellement. Donc on sent quand même la petite inspiration Lara Croft, Tomb Raider. Oui, c'est un mix. On pourrait parler de James Bond ou Lara Croft. Ouais. Après, en tout cas, elle l'a vraiment écrit avec ses tripes, et ouais, je trouve que c'est un personnage qui est assez moderne, ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas, on essaie de faire un truc vraiment sympa. Et voilà, là aussi avec plein d'objets réels, plein d'interactions, des choses qui feront vraiment que on essaiera d'entrer dans une dimension supérieure. Mais voilà, on y va petit à petit avec les contenus. Ça c'est le Pro, et le Go, on en fait plus souvent effectivement. On fait un contenu jusqu'à maintenant tous les 5-6 mois à peu près. D'accord. Voilà. Et c'est des contenus qui viennent se rajouter pour former un catalogue. Bah oui, c'est vrai qu'on avait pas mal le choix au final. Pour le Yulbigo, oui. Ouais. Mais Pro, on avait que l'expérience Roulantica, ouais. C'est aussi l'intérêt d'utiliser des technologies. C'est pas des technologies totalement grand public, mais on n'est pas sur des trucs comme les tout premiers casques VR. Voilà. Donc l'avantage, c'est que vous avez plus de facilité de déploiement, de développement d'abord maintenant. Vous utilisez du Unity Engine, si je me trompe pas. Ouais. Et donc du coup, ça vous permet non seulement de tester sur certains ordinateurs, de commencer à développer sur des ordinateurs standards. Ensuite, vous pouvez pousser sur les casques, tester immédiatement, voire même faire des itérations à circuit super court où tu le pousses sur un casque peut-être et pas d'autres. Ouais, c'est exactement comme ça effectivement qu'on réfléchit. On est donc sur Unity, qui a été un choix. On peut rentrer dans le détail de pourquoi on a pris Unity, pas Unreal, mais... Ok, je suis en train de checker l'épisode avant de le publier et je me rends compte qu'on parle de moteur avec Mathis comme ça, comme si de rien n'était, alors que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Lorsqu'on crée un jeu vidéo, soit on peut décider de tout recoder depuis zéro, tout reconstruire, ce qui prend du temps, des ressources, des compétences de dev qui sont complexes, soit ce que l'on peut aussi choisir de faire, c'est repartir d'une sorte de boîte Lego, de toolbox de base, préconstruite, qui sont des moteurs. Donc il y en a 2 grands.
Unity et Unreal, ce qui facilite grandement le développement. Mais voilà, aujourd'hui. Et bah si, justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi Unity et pas Unreal? Les Français veulent savoir. Bon, alors. Non, en fait, mais bon. Non, mais disons que, en tout cas, les premiers contenus de VR Coaster, avant que MacNext vraiment intervienne, étaient faits comme ça. Donc, il y a déjà tout un quelque chose à refaire. Ce serait vraiment beaucoup de changements et d'apprentissage à faire. Mais c'est en train d'être fait. On aura bientôt un plugin pour passer de Unity à Unreal sur les prochains contenus. Et puis, par ailleurs, on voulait attendre que la nouvelle version d'Unreal soit vraiment sortie et plus en mode bêta, donc on a encore quelques mois avant que ça soit vraiment le cas, pour que ce soit vraiment stable. Mais voilà, après ça dépend aussi des designers et la manière dont ils fonctionnent, mais enfin en tout cas des programmeurs, je veux dire. Mais voilà, nous on est plutôt pour l'instant Unity. Justement, là par exemple Ember Black, donc comme je dis, on va tout faire pour ouvrir le plus tôt possible fin d'été. Et donc là voilà, chaque jour, dans la nuit en fait, il y a une nouvelle version qui se build et qu'on teste sur un casque le lendemain matin à 2-3 et voilà, qui permet de voir des avancées. Donc c'est évidemment des projets très très agiles, très flexibles. Mais c'est tellement une autre culture aussi que la culture classique des attractions ici d'Europa Park. Moi je bosse actuellement sur de la VR et sur des attractions classiques. C'est deux mondes à part. J'ai l'impression de faire d'autres jobs parce que voilà, d'un côté je vais voir les charpentiers ou quoi dans l'atelier en bas pour les attractions classiques et sur la VR me voilà parti sur un repo à pousser des trucs, donc c'est vraiment deux mondes à part, mais c'est comme ça, il faut y rentrer petit à petit, donc on y va pas à pas. Alors je vulgarise simplement, c'est un repository, c'est un site de travail collaboratif pour des développeurs en quelque sorte, comme une sorte de Google Drive pour des développeurs si on simplifie grandement. Absolument, c'est ça. Donc du coup, garde le micro Greg, parce que je sens qu'il va te servir souvent au cours de cet épisode. Oui, mais en fait j'ai pas le réflexe de voilà, donc mais donc du coup donc, tu as dit Yulby pour le coup, donc ça fait depuis 2019 si je ne me trompe pas. 2020, pardon, excuse-moi, 2020, oui, parce que l'année Covid. Donc 2020, vous avez lancé les choses. Vous avez donc déjà eu quelques retours de la part de guests. Est-ce qu'on va s'aventurer sur les plateformes? Je pense que ça peut être intéressant pour qu'on commence peut-être un petit peu à parler de notre expérience à nous deux, de tous. Oui, excusez-moi si je galère un petit peu avec le truc, c'est que je m'entends avec un décalage dans le casque, c'est une horreur. Mais donc du coup voilà. C'est un challenge, hein. Ouais, je te crois. Je sais que tu as déjà eu cette expérience, mais en tout cas, parlons peut-être un petit peu de notre expérience, puisque du coup on est allé voir ça. Tu pourras interagir, nous dire toi comment tu vois les choses, parce que finalement, on va peut-être parler de Yulbigo. Pour commencer, puisque c'était la plus rapide. Et là, pour le coup, sur la table, il y a juste deux versions qui ont été faites. Il y a Ed et Eda, donc une aventure dans le parc d'Europa Park. Et toi, Joanne, qui avait pris Valérian. Ouais, moi j'aimerais bien préciser un petit peu plus. C'est quand on entre dans ce bâtiment, qui est vraiment du côté de Rulantica, qui est du coup une expérience à part, que tu payes à part de tout le reste du resort. Tu entres dans une grande salle très moderne, très futuriste et vidéo game en quelque sorte, où effectivement on te propose d'abord de choisir une expérience que tu vas vivre toi tout seul avec ton casque, qui est donc une version. C'est quoi le casque qu'on utilise pour cette version-là? Alors de ce que j'en sais, et je parle sous le contrôle du coup, c'est des Vive Focus, c'est ça? Ouais, Vive Focus 3 pour Yulbigo. HTC, ouais. Donc casque de réalité virtuelle avec les deux manettes qu'on retrouve chez les gens qui ont... toi t'avais les deux manettes du coup pour ton gameplay. Ça dépend des contenus effectivement. Oui, parce que vous aviez pas... Nous on en avait qu'une et on n'avait pas il y avait pas d'input, donc on n'utilisait pas les boutons dessus, c'était purement un objet en fait pour savoir où était ta main. Oui, c'était un tracker, vous l'utilisez en tracker en fait. Exactement. D'accord. En tout cas, voilà, il y a cette expérience qu'on va vivre seul dans un premier temps, où on a la possibilité de choisir entre plusieurs univers. Donc, vous avez pris la visite à Europa Park avec plein d'activités à faire. Vous allez pouvoir parler un petit peu. Et puis moi j'ai choisi l'activité Valérian parce que j'avais envie d'avoir une arme et de tirer sur des gens. Ça c'est ce que j'ai demandé au monsieur. Oui, il a dit c'est un peu plus shooter aventure. Ça, et qui m'a conseillé. Et donc c'était une expérience assez rigolote. Je dois dire en toute honnêteté que j'avais été légèrement déçu des graphismes qui m'avaient un peu plongé dans la PlayStation 1 et je m'attendais à quelque chose de plus immersif, mais que j'ai fini par avoir dans la deuxième expérience. Mais sinon c'était rigolo. Je trouvais que ça avait l'air d'être de beaucoup plus chercher à nous faire jouer sur le sens de la gravité et du vertige, plutôt que de pour l'instant vraiment créer un jeu dans lequel tu es à fond dedans. Mais du coup je trouve que pour une première expérience c'était super sympa. Alors et du coup il mettait les joueurs au fur et à mesure dans la salle, donc moi j'ai été le premier à y aller. Donc je pars tranquillement avec mon chemin et j'ai entendu un petit peu plus tard que Valentin, lui, a été mis aussi sur le parcours. Donc on est dans une grande salle vide qu'on ne voit pas parce qu'on a le casque, mais les parcours, du coup, chacun fait un jeu différent et on se croise. Et moi, je croisais des fois une silhouette rouge avec une sorte de grosse bulle rouge pour me dire attention, vous approchez de
quelqu'un. L'enveloppe de Et si je collision. m'approchais trop et que je touchais, bah t'as Valentin qui exploserait en disant oh putain c'est qui. Bah, d'autant plus que tu me poussais. Moi, j'étais sur le toit de Eurosat Cancan Coaster, donc j'étais au bord du vide. Et toi, tu viens vers moi et tu me pousses. Donc forcément. Et moi, du coup, dans cette expérience de Valérian, j'avais essentiellement beaucoup de couloirs à traverser, donc voilà, beaucoup de couloirs très droits en fait, qui me font circuler dans l'espace, et de temps en temps un ou deux robots sur lesquels je pouvais tirer. Et du coup, moi, je marchais beaucoup et assez vite, tu vois. Et en plus, j'avais des effets de tapis roulant des fois qui marchent très très bien, puisque en fait, quand tu passes dans un couloir, ça t'accélère visuellement, mais au niveau de ce que tu marches sur le sol, bah, c'est un sol normal. Sauf que moi, arrivé au bout, j'avais vraiment l'impression, la même sensation que dans le métro quand tu arrives au bout du tapis roulant où t'as un peu ce tu dois reprendre ton équilibre. Et je te jure que sur le moment, j'ai fait un pas en arrière parce que je me suis dit, est-ce que il y avait un vrai tapis roulant pour le renforcer l'expérience? Mais non. Et donc dans les prochains, j'ai essayé de jouer un peu en testant, en fermant les yeux pour voir si l'effet marche quand même. Et le cerveau est vraiment trompé là-dessus, donc c'était assez rigolo. Et on s'est retrouvé dans cette configuration rigolote où moi du coup j'étais un bonhomme tout droit qui traçait entre les couloirs tout droit, et Valentin, chaque fois que je le croisais, ou en tout cas la silhouette rouge dangereuse. J'étais souvent fixe. Ouais, c'est ça. Il était planté là en plein milieu du chemin, un peu penché à se dire oh putain. Et il fallait que je le contourne. Il y a des positionnements très précis dans l'expérience qu'on a eu à respecter pour viser, observer. C'est moins, comment dire, on participe quand même, mais il y a moins d'interaction, on va dire, en termes de déplacement. C'est ça. Bah, en tout cas, moi, j'attendais pas mal d'interactions, et disons que c'était sympathique pour vraiment en découvrir déjà l'expérience. Et je pense que c'est une volonté, j'imagine, de vous, de pas trop brusquer les premiers spectateurs, et déjà de leur dire voilà ce que c'est que la VR, pour ensuite les faire passer sur la plus grosse séquence, quoi. Ouais, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a des contenus un peu vraiment différents, des trucs plus exploratifs, avec 2-3 portails à choisir, des choses plus où t'avances. On voulait, c'est presque une étude sociologique pour nous, entre guillemets, de voir comment les gens réagissent à chaque contenu, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, où est-ce qu'ils tombent. Par exemple, la boule de Rosat, ça, on a vraiment eu des chutes là-dessus. Voir à partir de quel âge, dans la limite évidemment du TUV, c'est acceptable ou pas. Donc c'est vraiment, on le vit comme ça aussi, comme une espèce d'expérimentation. Et voilà. Et pour ça, Valérian a aussi un bon test, quoi. On a vu que ces accélérations, ça marchait bien. On avait essayé pendant un moment de jouer avec des sols physiquement tordus. Ça, c'est même pas la peine. Il y avait ça plus tard dans le. Ah, physiquement, tu veux dire? Physiquement. Ah oui, là, ça c'est compliqué. On avait essayé de pousser un peu le délire, aussi bien dans le Go et le Pro, on avait essayé plusieurs trucs. Et les gens tombent, ça marche pas? Ouais, ça marche. En fait, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a plus de risques que les gens tombent, et ça n'apporte pas grand-chose à l'expérience. Le cerveau suffit à déformer la réalité. Donc, voilà, on le vit comme ça, quoi. Yulby, on essaye de tenter plein de choses, et en fait, on est plus limité par la perception des gens, ou par leurs limites, que par une technologie ou par des effets physiques qui évidemment sont là, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un gros inconnu pour le grand public de découvrir ce type d'expérience. Et moi, je me souviens que juste après nous, il y a eu un père de famille qui entrait avec sa fille, où il disait alors qu'est-ce que je dois faire, je dois aller où, je dois aller où. Et une dame juste après qui hurlait au moindre vertige. Voilà, c'était, je pense qu'elle n'a pas dû finir l'histoire. C'est ça. En fait, on a tendance peut-être à l'oublier, parce qu'on, même en tant que fan de parc, on parle souvent de VR, souvent en négatif, parce que c'est souvent des choses assez cheap, mais les gens découvrent vraiment encore ça, quoi. Et leurs réactions du coup sont vraiment hallucinantes. Donc on est encore vraiment dans une phase d'exploration. Non, mais ensuite, derrière, normal, une technologie en elle-même, ça peut prendre 10, 20 ans Ouais, avant qu'elle soit vraiment acquise par le grand public et que ça fasse partie un petit peu des meubles en quelque sorte. Maintenant, derrière, l'enjeu qu'il y a derrière tout ça aussi, c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que au-delà de ce que Yulby propose aujourd'hui en termes d'expérience pour nous consommateurs, il y a aussi tout un pan professionnel qui peut être très intéressant avec ces trucs-là. Et d'autant plus qu'avec les deux dimensions que vous avez, c'est avec la plateforme en fait que vous avez montée, parce que vous avez créé en fait une sorte de petite plateforme applicative basée sur Unity pour pouvoir créer vos trucs et les synchroniser avec vos salles. Ouais. Donc l'idée, c'est surtout de pouvoir permettre de créer cette plateforme-là et de la mettre à disposition ensuite, soit des créas qui veulent concevoir une nouvelle attraction, un événementiel, un truc, un pan, ou alors derrière, peut-être ouvrir sur d'autres opportunités business, parce que c'est très demandé ce genre d'outils en prototypage notamment. Ouais, ça voilà, c'est exactement ça. Maintenant,
on est dans la phase où on commence à avoir un code plutôt fiable sur toute la ligne, et on est vraiment en phase de dire bon maintenant voilà qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste purement dans l'entertainment, ou est-ce qu'on on va chercher, on a été approché par exemple par une boîte qui voulait faire du serious game, donc une sorte d'initiation, là en l'occurrence c'était dans la cybersécurité, une boîte qui voulait faire une super expérience sur le thème de la cybersécurité, mais vraiment un truc hyper immersif et tout, et on a presque envie de dire mais ce serait tellement dommage que ce soit que pour une boîte parce qu'ils voulaient vraiment un truc super poussé, mais voilà, donc en fait c'est bateau, mais tout est possible, et après c'est à nous aussi de nous dire ok, on a des ressources, du temps limité, mais voilà, on laisse les portes ouvertes, on a plein d'approches, il y a des supermarchés qui nous approchent parce qu'ils je sais pas, ils veulent, on a un supermarché qui veut une expérience un peu à la Meow Wolf aux États-Unis, un truc un peu psychédélique, c'est-à-dire que je sais pas si vous avez vu, la Meow Wolf, c'est un super concept qui ouvre aux États-Unis depuis quelques années. Bref, il y en a un aux États-Unis, en fait, c'est une espèce de faux supermarché. Ah, c'est pas Las Vegas? Voilà, Las Vegas. Ouais. Et derrière, dans un monde un peu psychédélique. Bref, il y a vraiment toutes sortes d'approches plus ou moins rationnelles. Et ça nous dire, bon, ok, est-ce qu'on s'y voit? Est-ce qu'on y passe un an? Parce que développer un contenu, c'est minimum un an, vraiment, vraiment minimum, quoi. Un an et demi. Donc, ouais, ça va être compliqué, ça, pour faire les devis, finalement. Quand on vient, on dit je sais pas exactement ce que je veux faire, mais en fait, tu sais pas si ça va marcher en fait, finalement à l'application derrière. Ouais, c'est vrai que c'est partout pareil. Le vrai process, c'est d'abord effectivement, en fait, on pense un peu comme un jeu vidéo, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on a quand même les mêmes process, c'est-à-dire définir une charte graphique, faire ce qu'on appelle un grayboxing, donc en gros faire des gros environnements en 3D assez grossiers et voir si ça se passe bien. Mais encore une fois, on apprend tellement, c'est-à-dire que par exemple là pour le contenu qu'on va faire, Amber Blake, on avait des experts de jeux vidéo qui nous aidaient. Ils nous ont beaucoup apporté sur certains points, mais sur d'autres points, j'ai dû leur faire comprendre que les réflexes ne sont vraiment pas les mêmes, et les gens qui marchent et nos visiteurs ne sont pas les mêmes. Donc on a tous appris en fait. Faut sortir de ce carcan-là. Déjà, on n'a pas le mode de déplacement d'un personnage de jeu vidéo où la gravité, elle est. Et puis fondamentalement, rien ne t'arrête. C'est-à-dire que si quelqu'un en VR veut vraiment marcher dans mon décor, se mettre à quatre pattes et rouler dessus, il peut. Dans un jeu vidéo, tu mets un collider, terminé, il est bloqué. Là, vraiment, en fait, il n'y a pas de limite. Donc, en fait, nous, il faut vraiment qu'on pense à tout ce qui peut se passer. Et même quand c'est le cas, quand on ouvre, évidemment, on voit quelqu'un qui fait une connerie, on se dit, c'est pas possible, on n'a pas pensé à ça. Ils sont bêtes, et puis après, on se dit, bah non, en fait, c'est nous qui avons dû y penser. Donc, genre, le visiteur a raison là-dessus. Soulever le bateau, soulève pas le truc. Le visiteur a raison, c'est tout. Et c'est comme ça, c'est à nous après de nous adapter. C'est le même apprentissage que pour les escape games, en fait. Ouais, j'imagine. Les gens en escape game ont dû se rendre compte du niveau d'intellectualité des gens. Oui, parce que c'est en fait t'as des réflexes bêtes. Les gens qui vont arracher les meubles pour se dire il y a certainement une clé derrière. Ah mais c'est ça. Et voilà. Et là où les réponses dans un escape game sont des réponses matérielles entre guillemets, souvent ou d'indications, là nous c'est des réponses de code ou de programmation qu'il faut qu'on apporte. Mais en plus, il y a un autre truc qui est très, très, très bête, mais qui est très, 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 très chiant à gérer, et vous l'avez plutôt pas mal géré, c'est que quand on se balade à Europa Park, le parc, il fait combien de dizaines de kilomètres carrés ? Quand on est dans une salle de 80 mètres carrés avec la possibilité de rentrer dans les murs, il faut bien à un moment ou à un autre que tu puisses te déplacer, mais pas dépasser une certaine limite. Mais parfois, tu peux être dans une position dans la salle où tu as un mur qui t'empêche effectivement d'aller plus loin. Et donc, du coup, il faut trouver des solutions pour ce genre de trucs. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes physiques. Enfin, c'est le problème de ces trucs-là. C'est que, attention, name dropping, on parle encore une fois de projet digital parce qu'on tient compte des contraintes du monde physique pour les appliquer dans le monde digital et inversement. C'est-à-dire que là, pour le coup, les lois de la physique, elles restent valides dans notre monde réel. Et vu que ton déplacement est synchrone avec, tu peux pas faire absolument tout ce que tu veux dedans, quoi. C'était quelque chose que j'avais retrouvé dans The Void et qui me plaisait un peu plus que d'être dans une salle vide. C'est-à-dire que des fois les murs sont concrets et donc en fait virtuellement il y a un mur et je peux le toucher physiquement aussi. Ouais. Je m'attendais à un peu plus de ça. Mais dans la deuxième expérience, ça devient une contrainte aussi parce qu'après en termes de matériel, là le but de Yulby c'est d'être super polyvalent, ouais voilà, et ça s'ajuste en fait à n'importe quelle salle avec des projets, des univers différents. Tout de suite, dès lors que tu crées des salles, tu te donnes des contraintes en plus en termes créatifs et j'imagine aussi de programmation derrière. En plus, il faut que ce soit opérationnellement viable parce que Enter the Void, on en parle, mais c'est au passé maintenant. Hein. Oui, ça a fait faillite. Ouais, voilà, pour nous, ça a aussi été une grande leçon, évidemment, quand malheureusement tout démarre, malheureusement, je sais pas, heureusement en tout cas tout démarre par de la finance et donc il y a tout un côté benchmark au début de se dire bon, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et oui, je pense que The Void c'est vraiment triste à dire pour peut-être les personnes que nous sommes, mais en tout cas,
à ce moment-là, et avec les personnes avec qui ils étaient, trop bien. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être pas viable. Et du coup, c'est problématique. Il y a aussi une expérience VR, on m'a dit, à Universal Studios Japan, qui a ouvert récemment, il me semble, et dans laquelle, apparemment, il y a 40 opérateurs qui poussent les gens dans le bon sens. C'est juste pas viable. Ouais, puis le Japon, c'est un peu particulier en termes de, comment dire, de service auprès des visiteurs. Voilà, là, on veut vraiment éviter l'accident. Quand tu vois déjà dans le métro comment ça se passe, il y a beaucoup d'opérateurs. Donc j'imagine que, et comme ils ont tendance à paniquer vite, après c'est culturel, hein, c'est comme ça. Mais voilà, on essaie aussi après de trouver des solutions innovatives pour justement essayer d'apporter plus d'immersion. Encore une fois, je considère pas qu'on est du tout à 100% du produit, mais pas du tout, et c'est souvent comme ça ici. Je veux dire, ça a été pareil avec Eurostat qui est juste derrière nous, il y a eu plusieurs versions, etc. Et ce sera pareil pour la VR, évidemment, qui en plus c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Par exemple, là on avait pensé effectivement à faire des murs. Alors, c'est là où il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Itrenaline, qu'on va ouvrir dans quelques semaines, qui sera aussi une sorte de restaurant Dark Ride amélioré. On avait pensé à réutiliser ce qui sera dans l'adrénaline pour avoir des murs qui puissent bouger sans l'aide d'opérateurs, etc. Donc ça veut dire que vous puissiez réadapter l'espace en fonction des expériences. Si par exemple il y a deux Yulby Pro, vous savez qu'il faut mettre les murs en telle façon et un deuxième dans un autre, quoi. On pourrait programmer nos petits robots pour qu'ils puissent faire ça. Je pensais que c'était des maçons qui allaient courir avec le ciment et les briques. C'est ça. Malheureusement, tu sais très bien que les délais dans le BTP là ce sera jamais à ils ont assez de quoi faire en plus dans le parc. Donc, on les a laissés tranquilles. Mais donc voilà, encore une fois, toutes les options sont sur la table et on tente plein de trucs avec le temps. Ouais. Oui. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est par rapport à. Donc, tu disais qu'il y avait un volet pour Europa Park, donc c'est les projets que vous menez. Ouais. Il y a éventuellement un volet pour des prestations en externe. Mais comme vous l'avez dit, vos ressources sont limitées. Donc, est-ce qu'il y a une priorisation pour Europa Park ou est-ce que des clients en extérieur peuvent être prioritaires dans ce cas-là ? Ça dépend du projet, mais Europa Park reste la priorité clairement pour Michael Mack, pour Roland Mack. Il faut d'abord que ça se passe bien ici pour qu'on puisse exporter, sinon par définition le nom va se ternir très rapidement. Donc non, on met d'abord à nouveau la priorité sur ce qu'on a à faire ici, et ensuite on regarde ce qui nous reste comme bande passante, en essayant d'anticiper, ce qui n'est pas toujours évident, et on se dit bon bah voilà, là, on peut déployer telle ou telle personne sur tel ou tel projet. Donc on réfléchit plutôt comme ça. Les potentiels clients qui viennent à vous sont des gens qui ressortent de l'expérience Yulby et qui vous contactent ensuite ou ouais, souvent c'est ça. Souvent c'est des gens effectivement un peu curieux, intéressés par la chose et qui viennent voir ça. Il y a vraiment tout type de clients. On a eu un hôtel qui était intéressé, un grand hôtel qui était intéressé pour avoir ça. On a ouvert hier à Alton Towers dans un espace Comfortainment un Yulby Go justement qui sera aussi déployé dans le parc et pour les soirées. Et voilà. Après, encore une fois, est-ce que ça va être est-ce que c'est quelque chose qui sera sur la durée sous cette forme-là? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé plutôt de manière saisonnale? On expérimente quoi, et on se laisse, tout en évidemment sachant à peu près ce qu'on fait, on essaye aussi de voir un peu comment sont les tendances, on se laisse un peu porter aussi. Bah oui, pas mal. Tu te fais guider par la demande finalement. Ouais. Voilà. Mais moi j'ai une question aussi d'un point de vue un peu plus opérationnel et logistique, parce que surtout en sortant de l'épidémie dans laquelle on est encore un petit peu malheureusement, il faut dire que les expériences de VR étaient peut-être pas les plus adaptées avec les questions d'hygiène, on en parlait tout à l'heure. On le voit même sur les VR coasters que vous avez dans le parc, avec tout le système que vous avez pour récupérer les casques, les traiter, les nettoyer et tout. Mais ça représente, par exemple, pour un Yulby Go, si c'est pas indiscret, ça représente combien de casques en circulation actuellement actifs dans le truc, pour combien en cours de nettoyage et combien de temps pour nettoyage un casque? Un casque comme Yulby Go, c'est plutôt simple à nettoyer, d'autant plus que les nouveaux qu'on a, les HTC, sans rentrer dans le détail, ont des face covers, des parties en fait qui sont amovibles, ce qui fait que l'opérateur a juste à enlever celle-là. Au pire, s'il a du monde, il les met de côté, il les nettoie plus tard. Donc même si on a 12 casques à Yulby Go, on a le triple de jeu pour tout ce qui est tête et toutes les parties en fait en contact avec la tête. Et les contrôleurs sont nettoyés avec une lingette désinfectante à la main, ce qui fait que c'est assez rapide de ce point de vue-là. On a aussi des machines à UV pour les clients vraiment qui pour raison X ou Y ont peur de ça. On a vu justement, nous c'était systématique, le casque était à la machine à UV. Je crois, la première expérience qu'on a fait, on prend notre casque et nos manettes directement dans une sorte de micro-ondes bleu. C'est ça. On chauffe le casque très fort. C'est une machine à UV. Il explose. Non, mais c'est la première expérience Yulby. Voilà, c'est spectaculaire. Et non, c'est donc voilà, peut-être qu'ils l'ont remis de matière automatique, comme quoi je te ferai y aller plus souvent. Mais voilà, donc on a ça. Et après le pro, c'est plus compliqué parce qu'il y a bien évidemment plus de parties en lien avec le corps.
Mais allez, disons que pour nettoyer un sac, il faut 3-4 minutes, mais ça va vite. Donc effectivement, on met plus d'opérateurs dessus et on compense comme ça. Voilà, c'est le Covid, c'est comme ça. Et moi, je voulais un peu qu'on découvre un peu l'univers de Yulby Pro. Oui. Parce que c'est techniquement beaucoup plus élaboré, beaucoup plus technique. Bien sûr. Parce que j'ai raconté la première expérience, mais on n'a pas encore parlé vraiment de la pro. seconde. L'expérience premium. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus technologiquement comment tout ça fonctionne? Parce que nous, alors, est-ce que nous on peut déjà raconter un petit peu ce qu'on a vécu Alors oui, on va peut-être faire la parenthèse autour de l'expérience pro. Donc pour le coup, il n'y en a qu'une seule jusqu'à maintenant, c'est Mission Roulantica. 2, pardon. Il y en a deux Miniature Wonderland qui est depuis quelques semaines aussi. Exact. Je veux dire de disponible ici. L'autre aussi. D'accord. Ouais, alors, alors je pense que c'est suivant les slots dans la soirée que l'une ou l'autre est proposée. D'accord. Bah nous c'était effectivement Mission Roulantica et on nous a pas donné la possibilité de choisir, mais ça n'empêche que c'était la plus complète. L'idée, c'était de finalement partir dans l'univers de l'ACE, puisqu'on est transporté dans une sorte de futur dans lequel donc on va. C'est quoi l'ACE? Explique pour les. Ah oui, l'ACE, l'Adventure Club of Europe, qui est donc le club fictif qui est créé par Europa Park et qui est disséminé dans toutes les attractions, les nouvelles attractions du parc, et qui crée en fait un lien commun entre des explorateurs réels ou imaginaires. Nous, on l'appelle le PPU, c'est-à-dire l'Europa Park Parconautic Universe. Oui, voilà. Tout simplement. C'est le vrai premier multiverse. Je retiens. Et donc l'idée, c'est qu'après, donc nous, on est envoyé pour récupérer une pierre, c'est ça, il me semble, si ma mémoire est bonne, ou protéger un artefact. J'ai trouvé la source. La source de la magie ou de la vie. Source de vie. Source de vie, voilà. Et l'idée, c'est que donc on va être transporté dans l'univers de Roulantica. On va devoir affronter un ennemi qui s'appelle Loki. C'est Loki, hein, c'est ça qu'on va affronter. On est dans des sortes de montagnes rocheuses où on va se balader un petit peu partout en 1800 quelque chose avant Jésus-Christ. Quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Et en fait, sans trop révéler le plot twist, bien sûr, parce que c'est aussi ça qui est cool, mais c'est de se dire que là, on porte pas non plus simplement un casque VR tout léger avec une manette, c'est que là, on est équipé, comme avait dit Greg tout à l'heure, avec un backpack, l'ordinateur, un gros casque bien mouse costaud et des capteurs aux bras, aux pieds et aux pieds. Voilà. Sachant que là, ce matériel-là, en réalité, alors je crois qu'en plus, vous avez dû faire un peu de matos sur mesure pour 2-3 trucs. Ouais. Mais grosso modo, si je me trompe pas, vous avez en fait, donc faut bien comprendre que dans ce cas-là, dans cette situation, la salle de Yulby Pro qu'on ne voit pas est équipée et bardée de caméras spéciales qui sont pour le coup, si je me trompe pas, des caméras Vicon. Alors j'avais pris quoi? Des Vicon Viper et Viper X. Ouais. Viper X, d'accord. Viper X. 112 caméras. Ouais. Voilà, 112 caméras, et le but du jeu de ces caméras est d'avoir repéré des petits points que vous portez sur vous. Et donc du coup, pour cela, vous portez le backpack qui contient l'ordinateur qui alimente le casque VR que vous avez. Casque VR qui pour le coup, c'est pas un casque qu'on a pas l'habitude de voir, et c'est pour ça que ça vaut le coup de le tester Yulby Pro juste pour ça, parce que de ce que j'en ai, c'est un Pixmax Vision ou un truc comme ça. C'est un Pimax 8K. Ouais. Pixmax Vision 8K, donc ce qui fait que là, la qualité d'image, c'est génial. Incroyable. Voilà, la séquence de grotte avec les rochers, on a l'impression que c'est des vrais. Et c'est ça que je voulais dire. On peut retrouver des textures façon jeu vidéo, mais elles sont quand même très très bonne facture. C'est ça que je voulais dire par rapport à la première expérience qui m'avait un petit peu déçu en termes de graphisme. Là, pour le coup, quand j'ai fait l'autre, tout de suite, j'ai fait ah là d'accord. Et effectivement, quand on passe dans la grotte avec l'effet de lumière et tout, je m'y serais cru dans une grotte, quoi. Et d'ailleurs, juste donc je fais une aparté, mais on était donc en 2 équipes, donc de 3 et 3. Et on a vécu, alors là pour le coup Greg et Valentin vous étiez dans la team, nous Joanne et moi avec quelqu'un d'autre on était dans une autre team, et on n'a pas vécu exactement la même expérience dans le sens déjà où... nous c'est pas tombé en panne chez nous. Bah voilà, c'est ça que j'allais parler. Oui, après je te laisserai la parole. Je termine juste un petit point là-dessus, parce que avant qu'on rentre dans l'expérience en elle-même, juste pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Vas-y. C'est que là, pour ceux d'entre vous qui voient, vous savez, le système de motion capture, exactement comme ce que Veta Digital avait l'habitude de faire. Vous savez, quand on veut animer un personnage genre Gollum, tous les points sur la tronche, quoi. Bref, une future licence de chez Disney. Techniquement parlant, quand on veut représenter ce genre de choses et l'animer, bien sûr, soit on peut animer à la main, soit on peut pré-capturer les mouvements d'une personne réelle, d'un acteur qui va du coup les transférer automatiquement sur un modèle. Le principe de base de toute la salle, c'est de faire ça avec potentiellement 2 ou 3 groupes de 4 personnes à l'intérieur en même temps, si je ne me trompe pas. Ce qui demande, c'est ça, même des groupes de 8 personnes en théorie, on peut accueillir jusqu'à 32 personnes, la salle divise en 4, donc théoriquement on peut avoir 32 personnes. Le Covid nous l'empêche un petit peu, mais voilà. Donc oui, c'est ça en fait, on utilise ces personnages 3D avec ce qu'on appelle des nodes qui sont des points en fait qui sont animés. Et bref, et ensuite, en tout cas pour les personnages
qu'on anime, c'est 84 nodes, moins pour le player. Bref, tout ça pour dire qu'ensuite, en temps réel, en fait, l'ordinateur doit calculer chaque mouvement en se basant sur les coordonnées évidemment de ces trackers. Donc c'est beaucoup de puissance de calcul, d'où les gros ordinateurs qui chauffent en temps réel. Ah oui, en temps réel. Avec un délai qui doit être minimal entre les joueurs qui évidemment se renvoient leur position. Donc, vous êtes en quoi, en 90 images secondes, un truc comme ça pour la VR? On vise le 90 FPS. Sur le contenu actuel, on l'est. Sur le prochain, on sera entre 70 et 90. On essaie de jamais descendre en dessous, mais on vise les 90 FPS. Il faut bien comprendre ça simplement visuellement. Ça signifie que la salle et les ordinateurs de la salle sont capables de suivre les poignets, les chevilles, le dos, le casque de 32 personnes en même temps au maximum. Et d'arriver à faire les traitements pour chaque image en moins d'un 90e de seconde pour pouvoir ensuite envoyer ça à tout le monde en même temps. C'est pour ça que quand il y a un petit saccade, personnellement, j'ai tendance à dire bon, ça arrive. Et en plus de ça, voilà, on rajoute. Alors, c'est une partie du serveur différente, mais on rajoute des objets réels qui doivent être aussi évidemment traqués. Ouais. Sur le prochain, on aura une partie des équipes qui auront des armes, donc il faudra aussi qu'à chaque moment il y ait ça. Plus sur le prochain, on va aussi changer un peu l'hardware. On aura plus ces gros ordinateurs. C'est vrai que le matériel était un peu lourd. On va changer parce que de un, HP ne produit plus ses sacs à dos, donc c'est vite vu. Et on repasse à des casques mobiles. On utilisera les mêmes casques Bigo. Donc on a fait le contenu un peu de manière différente. Et surtout, en fait, on remplacera ces foutus sacs à dos, enfin foutus parce que pour beaucoup de gens c'était vraiment trop lourd. Non, je confirme, pour les personnes comme moi qui sont plutôt maigres et qui n'ont pas beaucoup, ça pèse très lourd au bout d'un moment. J'ai failli aussi m'écrouler génial à la fin, tu te sens plus fort et plus léger. Ouais, non mais vraiment. Mais bon. Non, mais voilà, c'était trop. Pèse, quoi, oui. Ça pesait pour les familles, même voilà. À la fin, ils nous disaient toujours ça, donc c'est dommage parce que l'expérience est top. Donc on va enlever ça, on va passer donc tout se fera dans le casque ou par streaming, on verra. Et en tout cas, on utilisera des vestes haptiques en fait, qui permettront de simuler différents effets au fil du jeu. Donc voilà, quand on recevra des balles, quand on aura le cœur qui accélère dans le jeu. On avait ça sur The Void, il me semble. On avait des effets de vibration, de chaleur aussi. Ou alors ça c'était extérieur. Non, ça c'était extérieur. C'était dans le parcours même, mais non, c'est pas inhérent à la tenue qu'on portait pendant l'expérience. Oui, mais d'ailleurs, par contre, on a des effets physiques devant dans la salle aussi, en fonction de certaines scènes. Devant, on regarde pour en mettre aussi plus, et sur quoi je me bataille parce que je pense que ça fait une grande différence. Mais oui, effectivement, c'est aussi le truc qui apporte tout à un niveau supérieur. Bah en plus, l'autre avantage, c'est que les backpacks, donc les sacs à dos avec ordinateur plus casque, etc., c'est bien gentil, sauf que ça consomme énormément de courant et donc il faut changer les batteries. Et d'ailleurs, l'opérateur est formé et le dit. Oui. Si à un moment vous sentez qu'on tripote votre dos, n'ayez pas peur, c'est juste qu'on change la batterie. Ne nous filez pas des claques. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les batteries sont donc conçues, ça je crois que c'est le backpack HP qui est comme ça, où tu peux mettre deux batteries, où tu en as toujours une qui est là et l'autre qui peut venir switch, donc tu as une redondance de sécurité. Exactement. Mais c'est vrai que si tu as un casque tout intégré, meilleure autonomie, peut-être que ça peut durer tout le cycle, auquel cas plus facile à gérer pour tout, quoi. On va s'épargner beaucoup de problèmes et beaucoup de visites des techniciens d'HP qui sont c'est des belles machines mais qui consomment vraiment beaucoup. Et à nouveau, on va peut-être perdre un tout petit peu en qualité, mais on peut être plus malin sur la modélisation et on peut utiliser différentes techniques ou faire du streaming pour compenser ça. Donc je pense que visiteur lambda ne verra pas la différence de qualité. Puis là, elles sont aussi utilisées à un rythme industriel, quoi. Faut suivre. Et voilà, le problème, c'est que voilà, quand on a lancé Yulby, il y avait très peu d'endroits qui avaient tant de flux. Donc on a très vite appris à nos dépens que les sacs à dos vieillissaient très vite, d'autant plus qu'il y avait la période Covid, ce qui fait que les sacs restent allumés pendant un moment puis étaient éteints, etc. Donc bref, les batteries n'ont pas trop apprécié. Voilà, donc sans parler pour la petite anecdote de l'opérateur qui mettait les batteries dans le mauvais sens, qui en a pété 30 en une soirée. Oups. Donc bref, ça représente un petit coup. Ça pour dire déjà, que le matériel s'use très vite de manière humaine ou technique. Alors déjà, j'ai deux questions. Alors, les effets physiques étaient les effets physiques étaient hyper réalistes. Il y avait des explosions. Et ah ouais, mais ça fait c'était pas dans la VR. Il adore les étincelles, du coup. Vu le nombre de batteries que vous avez fait exploser cette soirée-là, ça aurait été sponsorisé par Samsung. Mais par contre, déjà première question, 30 ça fait beaucoup. Et de deux, HP s'est pas dit que ça pourrait être bien de mettre juste un truc très très high tech, un putain de détrompeur en fait. Oui, ça aurait pu être malin. On a fait circuler on a fait remonter l'information. Bon, toujours est-il que ces batteries sont mortes. Ça arrive. À nouveau, moi je dis toujours, si les opérateurs font une erreur, c'est que c'est nous qui avons mal fait les choses d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on prend la responsabilité totale de ces 30 batteries qui sont parties à la poubelle. Voilà.
Bah, on va parler un peu de fail, parce que là, par exemple, donc, on débute notre expérience Rolantica, on est dans une première salle, et moi, mon casque, en fait, commence à avoir des lags, le son, l'image qui déconne, mais à un moment, le fameux glitch, les glitches d'image qui sautent avec les RVB qui vont dans tous les sens, mais le son continue à faire sa vie, jusqu'au moment où je pense que l'ordinateur s'est dit, ouais, non, en fait, j'arrive plus à suivre, il a freeze frame, donc arrêt sur image de ce que j'avais. Et le son continue à faire sa life. Et à ce moment-là, j'ai fait signe. Donc il y avait une gestuelle qui est demandée dans ce cas-là à l'opérateur. Non, mais là je peux plus. Là je vois plus rien. En fait, je suis aveugle. Et tu sais ce qui est rigolo, c'est que moi, de mon point de vue, je voyais un personnage en 3D qui arrêtait pas de toucher sa tête et ta voix qui disait ah mais qu'est-ce qui va mais Donc là en fait voilà, c'est parti en sucette. Et à ce moment-là, donc il y a un opérateur qui arrive et qui te susurre gentiment à l'oreille d'un côté, fait qu'est-ce qui se passe? Bon en fait j'ai mon truc qui capote quoi. Donc là il m'enlève le casque et il regarde effectivement image freeze frame. Donc malheureusement bah là il a été obligé de me changer le matos et vu que les trois matériels sont connectés, parce qu'on était trois dans l'expérience. On était trois dans l'expérience, mais vu qu'ils sont tous les trois connectés pendant le même cycle, il y a eu un opérateur qui est venu voir chacun d'entre nous, donc 3 mecs, et on entendait tous, excusez-nous, on vous enlève le casque, on arrête tout, on va devoir tout relancer. Là on a fait, oh là là, et donc ok. Ils ont dû patienter dans la salle pendant 10 minutes le temps que l'ordinateur se... Nous ça a très bien marché, déplacer l'objet ça a marché du premier coup. On est même tellement performant qu'on a rattrapé l'équipe d'avant. Exact. Et du coup on a eu une séquence où il fallait attendre, donc voilà, on s'est amusé avec un objet. C'est passionnant parce que c'est là en fait déjà tu vois un truc, bon encore une fois, bon ce que vous dites, juste pour clarifier un point bien entendu, bon là on le dit, on en profite, on peut faire le service après-vente, mais bien entendu il s'avère que donc l'expérience en elle-même, bon qui nous avait été offerte pour invitation, a été relancée derrière, et bien sûr un guest ne va pas ressortir en mode c'est con, voilà, donc évidemment non, c'est relancé et ça marche, ça sera jusqu'à ce que ça fonctionne, donc ça va sans dire. Maintenant derrière, et lorsque ça fonctionne, en soi, on a eu nous l'expérience qui a très bien fonctionné, et c'est là que, en vrai, ça devient assez interactif, ça devient vraiment assez bluffant parce que déjà, comme le disait Valentin tout à l'heure, donc déjà nous on fait l'expérience, ça fonctionne globalement assez bien, voire très bien sur l'intégralité du truc. Et à un moment en fait, donc du coup c'est là qu'on se rend compte que vous avez implémenté la même logique que sur un roller coaster, puisque vous avez des logiques de canton, puisque plusieurs groupes sont en même temps dans la même salle, les équipements dans lesquels les gens se déplacent physiquement, vu que les gens doivent occuper l'espace, on peut pas les faire se rentrer les uns dans les autres. Donc du coup, le système vous fait attendre en ne déclenchant pas une animation, vous indiquant où aller. Donc du coup, vous êtes en train d'attendre à un endroit, vous faites un autre truc en attendant. Et pendant ce temps-là, oui. Non, vas-y. Voilà. Et en fait, pendant ce temps-là, ce qu'on faisait, c'est que, en fait, on était dans un endroit, sans spoiler, où des effets de lumière étaient présents. On avait justement on voyait bien l'usage du moteur de Unity. Et donc, du coup, on avait un objet et on s'est dit, tiens, vas-y, on va se le passer. Et effectivement, alors qu'on était casqué, qu'on ne voyait pas, on n'avait aucun cue de l'environnement réel autour de nous, on s'était placé plus ou moins en cercle, voilà, on s'était mis, allez, on va faire une veillée. Et le pire, c'est que, comme on était dans une caverne, moi j'évitais en fait, j'étais très rapproché de mes camarades en pensant qu'effectivement il y avait des murs autour de nous, mais non. Mais au point, mais ma logique à ce moment-là était vraiment trop investie dans le jeu, plus que dans la réalité véritable. Exact, et ça marche. Et en fait du coup ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait à prendre l'objet, à se le passer l'un l'autre, et non seulement c'était très précis au niveau du tracking. C'était précis parce que du coup ça veut dire que la distance de nos bras était correctement calculée. La position de l'objet était calculée. Pour toi, tu voyais parfaitement où se trouvait l'objet, donc tu arrivais à le saisir alors que tu ne le voyais pas. Et surtout, il y avait aussi un changement de parent en 3D. C'est-à-dire que du coup, l'objet, le système détectait bien que quelqu'un d'autre l'avait agrippé, et donc la main, voilà, normalement, c'est que l'objet, du coup, devient en quelque sorte plus qu'un seul groupe avec ta main, quoi, en fait, à ce moment-là. Ouais. Donc, très beau. Ça fait partie des petits trucs, effectivement, si on s'y connaît pas un peu, on se rend pas compte du travail qu'il y a eu, effectivement, ce genre de choses. C'est tout bête aussi, mais voilà, dès qu'on tend faut que je fasse gaffe comment je tends le bras. Dès qu'on tend le bras, la main s'ouvre, en fait, aussi dans le jeu, des choses qui sont pas forcément traquées, des petites choses comme ça. Et voilà, le fait que l'objet soit pas parenté à un joueur éternellement, c'est des petites choses qui sont là. Voilà, après, effectivement, il manque des features, ça, je l'ai déjà dit en off, et je pense effectivement que aujourd'hui, le process, quand on a un problème technique, de relancer au début, c'est vraiment dommage et dommageable pour l'expérience client. Mais voilà, c'est pas là parce que c'est pas si facile que ça à implémenter, parce que ça implique de retraquer, donc de bypasser le groupe qui est déjà en train de passer derrière. C'est pas si simple, mais voilà, ça fait partie des choses clairement qui sont envisageables. Faut vraiment se rappeler, moi je dis ça à chaque fois, et c'est pas comme une excuse, mais
on pense vraiment la VR, le free roaming, ça a 6-7 ans, donc c'est vrai que on est quand même encore sur quelque chose de très très neuf et de balbutiant. Et de balbutiant, et c'est plus compliqué à développer aujourd'hui qu'un coaster qui est peut-être plus dangereux entre guillemets, mais dont on sait vraiment quels sont bah voilà, dont on a 150 ans d'histoire. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte ce truc-là. C'est pas du tout une excuse, mais c'est pour dire que voilà, on est tous là pour aussi payer un peu les pots cassés et que voilà, on s'améliore. Et est-ce que actuellement vous cherchez à améliorer ce qui existe déjà, ou vous êtes déjà en train de penser à des versions de jeu où il faut courir, tirer dans tous les coins? Ouais. C'est un bon point. Voir quelque chose avec de l'action plus intensif. Quoi. On essaye d'avoir des quick wins sur des choses faciles à changer, qu'on change sur les anciens contenus. Après, on préfère partir sur de nouvelles choses avec ce qu'on a appris sur les anciens contenus. Donc là, par exemple, en septembre, on va lancer donc Ember Blade, qui sera un gros contenu. Là, ça va être encore plus complexe dans le sens où, donc effectivement, il y a une partie des équipes qui ont par exemple un pistolet qui reste dans le jeu. Hein. Le but, vous verrez, c'est pas simplement de tuer des gens du tout. D'ailleurs, c'est pas du tout la philosophie du parc. On essaye de l'amener un peu, on essaye de l'amener un peu de manière originale, avec un gameplay un peu original. Et donc en fait, là par exemple, ce sera des équipes de 6 qui, au début du jeu, pendant la première moitié du jeu, donc dans un même espace physique, seront splittées en 2. Ce qui veut dire qu'elles vont se suivre les unes les autres, mais sans être dans le même monde, parce qu'elles seront dans 2 missions différentes. Donc on s'est rajouté des complexités sur les block breaks, et en fait à chaque fin de salle, potentiellement, on a prévu des animations, des loops d'animation, mais pas bateau. Moi je me souviens, je suis désolé, c'est Mac Animation, j'aurais fait la remarque gentiment, celui de Crazy Bass à Fantasyland avant que le train parte, vous avez les chauves-souris qui vont qui vont éternuer pendant 2-3 minutes. Je dis là, c'est pas possible, faut qu'on fasse un truc, un idle plus long, quoi. C'est des réflexes qu'ils n'ont pas forcément parce qu'ils pensent en termes de film d'animation plutôt que de contenu ou de jeux vidéo, c'est comme ça. Bref, tout ça pour dire que voilà, on essaye aussi d'apprendre, et par exemple là on a changé notre logique d'animation parce qu'on va avoir des block breaks beaucoup plus compliqués. Je voulais même qu'on puisse faire, parce qu'on aura des NPC qui nous guideront, je voulais même qu'on puisse faire des papiers qui est au ciseau avec les NPC, mais mes développeurs m'ont dit tu arrêtes de fumer maintenant, tu te calmes direct. Les NPC, tu peux... Pardon, les NPC, c'est effectivement un personnage qui sera avec vous dans le jeu, fixif, mais qui vous accompagnera. Comme le petit robot qui nous... Voilà, comme le petit robot, là en l'occurrence ce sera deux guides en fait qui vous, dans votre mission d'agent secret, qui vous aideront. D'accord. Qui seront qui vous aideront, et donc avec lesquels vous pourrez du coup c'est avec un nouveau matériel, nouveau potentiel. Voilà, nouveau matériel comme j'ai dit, donc plus léger mais plus immersif, cette espèce de veste haptique qui fera office de gilet pare-balles dans le jeu, avec une séquence des séquences un peu plus séparées, donc en 2 équipes, donc ce qui fera vraiment un esprit de rejouabilité aussi cool. Et puis surtout on pourra des discussions après au bar entre les 2 équipes qui seront sympas, et puis après une partie qui est faite avec Mac Rides, sur laquelle je peux pas en dire trop. On a fait appel à Mac Rides pour une partie un peu plus épique, et voilà, et qui sera vraiment, je pense, l'apothéose du jeu, qui risque là pour le coup d'en faire crier plus d'un ou d'une. J'imagine qu'il y aura une incursion d'éléments physiques, de sensations physiques en tout cas, bien réelles, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est assez cool. Ouais, voilà. Ça me donne bien envie de retester quand ce sera développé. Je pose juste une question rapide, peut-être que tu en auras une derrière. Ce genre de projet-là, alors je sais pas si Go et Pro sont du même tonneau, mais combien de temps ça prend pour développer des expériences comme ça, quoi? Alors ouais, c'est vraiment 2 choses différentes, hein. Un Go, c'est 6 mois tout à l'heure apparemment. Un Go, voilà, c'est entre 4 et 6 mois. Budget, je vais être très large, mais entre de 110 à 300 000 euros pour développer un jeu de A à Z, si on n'a pas les assets, etc. Donc pour les futurs parcs qui seraient intéressés, vous connaissez les tarifs. Et encore là, c'est sur la marge. Voilà. Et pour un pro en durée, donc on serait sûr. Et pour un pro, donc c'est 30 minutes, et sachant que c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a un système d'interaction, etc. Donc tout compris, un pro à développer, voilà, c'est au moins 1 an, voire 1 an et demi. C'est pas plus d'un an, enfin ça peut pas être moins d'un an, c'est incompressible, alors c'est juste nul. Et ça va être d'un facteur de 1 à 10, donc c'est au moins 1 million à 2 millions un contenu. Et c'est comme ça, l'animation 3D c'est aussi très très cher, et c'est comme ça, il faut de la qualité, c'est tout. Non, mais ça permet en tout cas de se rendre compte, parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans l'épisode, on a la critique facile à se dire que ça a l'air d'être simple, ça se fait d'un claquement de doigts. Au contraire, tu nous le disais en off, c'est le prix d'une attraction, en fait, comme si une attraction réelle, quoi. Donc c'est des choix. Un parc qui va devoir choisir entre une vraie attraction ou une expérience VR, il va y réfléchir beaucoup, quoi. Voilà, alors à part si on part sur le Go, effectivement, qui là est beaucoup plus simple d'utilisation, mais
Mais un Pro, oui, ça doit être considéré comme une vraie attraction. C'est pas un gadget, et avec peut-être à la limite encore un coût d'investissement, un capex initial qui est plus faible, mais des coûts de maintenance qui sont plus élevés sur la durée. Donc et puis des compétences qui Quand sont tu dis autres capex, aussi, c'est capacité horaire, c'est ça? Non, capex, pardon, c'est le capital expenditure, l'investissement initial en fait, tout simplement, est peut-être moins cher quand même sur de la VR. D'accord. On parle de 2-3 millions, 2-3-4 millions peut-être au départ, versus 15-20 millions sur même sur une petite attraction, 5-6 millions. Et encore, bon, 3-6 millions. Mais après, il y a des coûts de maintenance, et puis une connaissance technique qui est nécessaire. Et puis de date, parce que les programmes en soi, c'est un peu comme un escape game. Il y a un renouvellement qui est super fréquent, quoi. Oui, mais est-ce qu'on peut pas dire qu'une fois qu'on a acheté l'équipement de départ, c'est-à-dire casque, ordinateur, capteur, c'est déjà un coût qui est amorti pour les fois d'après? Ou est-ce qu'il faut se dire qu'à chaque fois, nouvelle expérience égale nouvel équipement? Non, du tout. Hein. On fait tout aussi pour que les expériences vivent sur un seul équipement. Après voilà, comme j'ai dit, par exemple, là il suffit qu'HP un beau jour nous a dit les sacs à dos qu'on a, on les produit plus, vous avez 6 mois, vous achetez autant de sacs à dos et de batteries que vous voulez, puis après c'est fini. Bon là tu dois tout repenser, c'est comme ça. C'est aussi le problème de dépendre de constructeurs, mais en même temps on peut pas construire un ordinateur évidemment, donc c'est de bonne guerre. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'à un moment donné vous ne verriez pas la possibilité de vous affranchir d'un... Ça coûte cher, hein, en recherche et développement, ça représente un coût. Hein. C'est pas que ça, c'est que créer un ordinateur en soi c'est une chose, mais là il y a une question de miniaturisation et de portabilité. La bonne nouvelle, c'est les technologies comme on parlait tout à l'heure, le streaming, le fait de dire par exemple que tu es une grosse baie serveur dans le bâtiment et qu'on envoie juste les images à distance, comme un Google Stadia ou ce genre de choses, mais avec de bien meilleures performances encore, ça, c'est des choses qui peuvent s'envisager. Maintenant, la problématique majeure qu'il y a avec ça, c'est quand même que ça nécessite des compétences en interne, et ça ouvre encore plus le champ de compétences nécessaires, et ça augmente encore le ticket d'entrée, quoi. Oui, parce que plus vous avez besoin d'avoir plus de main d'œuvre, plus de savoir-faire, plus de compétences. Création de Mac Computer. C'est sûr, mais voilà, de toute façon, on le voit, c'est clair, avec chaque nouvelle attraction, y compris les attractions normales, on voit qu'on a besoin de plus en plus d'expertise. Voilà, on a besoin de gens. Je sais pas, mais ne serait-ce que sur les prochaines attractions, le prochain Grand 8, on voit qu'on a besoin de nouvelles compétences, on a besoin de gens qui ont des transdisciplinarités intéressantes. Donc des fois on fait appel à des consultants ou des gens de l'extérieur, et puis des fois c'est en interne. Donc tout se complexifie aussi de toute façon. Mais la VR encore plus, avec encore une fois aussi même en interne, disons, de la famille Mac, et c'est normal, une prise de conscience qui est progressive aussi. Les parcs normal ils connaissent bien. La VR, faut que ça vienne aussi avec le temps, donc. Moi de mon côté, si je peux me rajouter un petit quelque chose, les gars, j'ai juste envie de vous tirer mon chapeau, quoi, parce qu'en fait, en soi, ce que vous faites, déjà, vous n'avez pas la facilité qu'un Enter the Void a, qu'il le faisait en Californie, donc le constructeur, il est juste au-dessus, tu peux directement échanger avec les équipes. Là, tu passes par du SAV, ce genre de truc, ça te complexifie tout. Vous montez le truc de A à Z par vous-même, vous essayez de faire en sorte que les choses, vous essayez de développer vos propres contenus, votre propre lore d'un point de vue créatif qui est sympa. C'est de la technologie qui certes s'appuie sur les technologies européennes, mais c'est du made in Europe aussi dans beaucoup de trucs. Moi franchement j'ai envie de dire oui, ça plante, ok, peut-être, ça peut arriver, vous relancez le truc, il n'y a pas de casse en soi, on la vivra. Moi j'ai envie de dire, je recommande vivement aux gens, si ça vous tente, là on a l'équivalent d'un petit Enter the Void en Europe, en France, quasiment en France, il est pas très loin. Si ça vous tente, expérimentez, vous allez faire une découverte et vous allez, au pire, vous allez apprendre des trucs et voir comment ça marche. Je peux vous donner des idées de développement pour vous plus tard. Au mieux, vous allez passer un bon moment. Donc voilà. Ah mais j'appuie, hein, peut-être que on finira sur ça. C'est qu'en gros, oui, Yulby, même si on a parlé des aspects négatifs, au contraire, on a passé un très très bon moment collectivement. Parce que voilà, on découvrait une expérience VR qui est assez originale et assez nouvelle en Europe. Donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est la nouvelle expérience que vous allez développer avec Ember Blake. Moi j'ai envie. Franchement ça me hype parce que je sens que vous allez avoir un step up technologiquement parlant et qu'il y a de belles choses qui arrivent et que j'ai envie d'encourager ce genre d'innovation parce que ça va dans le bon sens. C'est vraiment pour moi des attractions à part entière. Moi, j'ai jamais été très fan de jumeler un coaster avec un casque VR parce que motion sickness, bonjour. Je suis d'accord. Après, bon, parce que je suis peut-être un vieux con, mais je préfère l'expérience véritable du coaster pour le coup. Mais je tiens aussi à saluer, au-delà du côté matériel et du gameplay, finalement, le storytelling, le lore qui est relié au parc. Moi, j'ai pris des expériences qui étaient fous, l'Europa Park, parce que je voulais absolument voir la patte en fait de MacNext, puisque bon, quoi de mieux que vous pour parler de parc et des histoires qui existent dedans.
avec des twists sympathiques. On va dire ah bah oui, c'est super bien pensé. Évidemment, ils ont bien exploité ça. Donc je tire mon chapeau de ce côté-là. J'ai passé un très bon moment. Je me suis bien amusé avec mon équipe. Non, c'était super cool. On s'est bien amusé. Donc on sera très curieux de voir la suite. Vraiment. Il y a une façon de rigoler ensemble dans ce jeu qu'on ne retrouve pas dans un roller coaster. Dans un roller coaster, on s'assoit tous, on est les uns derrière les autres. On est passif. Et à la sortie, on se dit ah c'était bien et tout. Tandis que là, je me souviens qu'on a rigolé quand on était ici et tout et ratréci. Et que voilà, on se passait la lumière, tout ça. Donc il y avait une osmose un peu plus à la escape game que juste on sort de l'attraction et on rigole. Et là, il y avait vraiment une sorte d'interactivité entre nous, entre amis. Et c'était vraiment rigolo, quoi. Non, ça fait plaisir parce que c'est vraiment. Enfin voilà, moi je suis fan de parcs d'attractions normaux et je me bats, enfin on se bat de toute façon globalement pour que l'AVR soit justement un truc qui rapproche, qu'on essaie, qui rapproche ou qui soit marrant en groupe et pas quelque chose d'individuel, ce qui a souvent été le cas, quelque chose qui isole, parce que ça va à l'encontre du parc à thème de toute façon. Donc si on arrive à atteindre ça, c'est cool. Et c'est vrai quand on réfléchit nous au jour le jour, quand on fait des brainstorming un peu fous, on pense comme ça, on se dit bon bah voilà, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui va plaire aux visiteurs de parc à thème. Par contre, quand j'ai enlevé mon casque VR, j'avais plus du tout le corps musclé du beau gosse qui était. Ouais, ça c'est. Moi j'avais pris le skin de la fille, donc du coup ouais, c'était différent. c'est aussi voilà. Désolé, retour à la réalité. Mais c'est bien parce que du coup ça permet de tout tester. Mais, en tout cas, félicitations pour ces créations, pour l'état d'esprit aussi, la mentalité. Je pense qu'elle est plutôt bonne sur ce type de projet. Je demande à voir où est-ce que ça va aboutir maintenant. Je suis curieux parce que autant j'aurais pas été, je pense, un client attiré par ça ou qui aurait recherché cette expérience-là. Là, elle est venue à nous. Parce qu'elle est vachement quand même derrière. Mais du coup, là, je n'avais pas entendu parler moi avant ça. Puisque le Yulbigo s'est fait justement pour découvrir et être justement happé ou non par les possibilités que ça offre. Au moins, en tout cas, ça a marché. Et pour l'anecdote, c'est vrai que Yulbi, on a essayé de mettre. Enfin, il y a eu, peut-être 10 ou 15 designs différents. Au départ, il devait être dans le Cronassar, il y aurait eu comme un mur explosé avec du bleu turquoise, etc. Ouais. Ça, on avait pensé pendant un moment à le mettre. Il y a un Lidl caché à Roust. On a une boutique à côté Europa Park, vraiment pour des articles de sport. Et on aurait mis une fausse actrice femme de ménage et ça aurait été dans un espèce de souterrain caché. Ça aurait été mais très disons original, que tout ça, c'était très risqué disons-le comme ça. Et surtout, on assume aussi que pour l'instant l'installation est assez temporaire pour voir aussi encore une fois comment ça marche. On y va humblement pour pas se prendre une The Void dans la face et vraiment dire ok, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut changer. Ouais, on avait et après voilà, s'il faut le mettre ailleurs dans le master plan de Roulantica, il y a encore un peu de place. On comprend la logique entre deux tours. Et voilà. Mais en tout cas, c'est cool aussi que vous vous intéressiez à ça. Je pense que la VR a souvent une mauvaise image, à raison, je pense au début. Et voilà, ça peut, comment dire, tant qu'on parle encore de la VR. Voilà, c'est ça. Et on parle encore de VR. Moi, mon but, je suis toujours à Sébastien, il aime bien cette phrase, que c'est qu'on arrête de parler de VR. Le jour où ça sera intégré, on ne dit pas c'est une attraction avec du mapping, on ne dit pas c'est une attraction avec des animatroniques. On dit c'est une attraction, point. Elle délivre ce qu'elle a délivré en termes d'émotion, d'histoire. Et voilà, le jour où on ne parlera plus de VR, c'est qu'on aura gagné. Donc il y a peut-être encore 5-10 ans de travail. Bonne continuation là-dedans. Voilà. Merci. Je pense que c'est la bonne conclusion pour le futur. En tout cas, nous, on suivra ça avec grande attention parce qu'on est très curieux. Et puis, comme Greg, c'est un peu son dada. Donc, il sera le premier à nous dire bon, les gars, quand est-ce qu'on y retourne? Donc, voilà. Et on se retrouve ensemble autour de la table. J'espère que vous avez apprécié cette interview autant que nous. On a adoré de la faire parce qu'on va pas se le cacher, on a appris énormément de choses pendant la rencontre avec Mathis. Et encore une fois, on sent la passion qu'il a à travers son métier et on n'a qu'une envie, c'est de voir la suite. Comment tout ça va évoluer. Puis ce qui est cool, ça vous l'avez remarqué, Mathis aussi c'est un fan de parc. Donc forcément, avant l'interview et après l'interview, on a parlé de plein de trucs parce qu'on baigne tous dans cette même passion et ça s'est ressenti aux réponses à ces questions, notamment du pré-show. Donc ça fait plaisir de tomber sur ce genre de personnalité qui maintenant travaille dans ce milieu-là et qui sait exactement ce qu'on aime trouver dans un parc. Et là, même si c'est pour une expérience VR, avec les expériences qu'on a fait, on était dans le parc en mode virtuel. Bref, et puis avec le lore de tout Roulantica, moi je trouve ça super cool. Ouais, puis surtout il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois, il a expliqué, il a dit comment est-ce que ça s'est développé, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ça, et donc encore une fois c'est quelque chose qu'ils ont développé en interne. Donc d'autant plus, il y a des éléments sur lesquels on est revenu sur les faiblesses un peu du système, mais encore une fois, comme on le dit dans l'épisode, on vous encourage clairement à aller tester le truc.
parce que au minimum You'll Be Go, parce qu'en fait You'll Be Go en lui-même est déjà super bien représentatif. Vous avez vu une bonne expérience dans le truc et au pire vous apprendrez des choses sur comment ça fonctionne, etc. Mais You'll Be Pro est intéressant aussi. Du coup, on a passé vraiment un bon moment dans les deux. Et puis bah ouais, l'interview était géniale parce qu'effectivement, encore une fois, bah, vous avez vu ça. On parle, on se dit tout, c'est juste génial, quoi. C'est quand même vachement rigolo de faire une attraction et juste après d'avoir le créateur qui dit alors ça a bien marché et de pouvoir lui dire tout ce que tu peux. Et surtout qu'il prend des notes. Bah voilà, Oui, quand Ouais, nous, c'est on vrai. évoquait tous les bugs que nous on a vécu avec la version Du pro, coup, ça il y doit a eu des feedbacks. ça doit se voir sur l'interview. J'ai pas fait gaffe, mais oui, peut-être que vous le verrez écrire sur son petit Ouais, blog. il faut qu'on lance Puissance Park First Premium test track. On fait. D'accord, on va feedback, réfléchir à ce projet, Joël. Et on retravaillera sur le wording derrière. Faut- t'inquiète, voilà, je vais t'aider là-dessus. Oui, on va faire une dépense pour ça dans Mais une en boîte soi- spécialisée pour avoir un nom de merde aussi. Mais en soi, encore une fois, bah oui, comme on l'a dit dans l'épisode, bien sûr, oui, il y a des bugs normales. Encore une fois, c'est des technologies qui nécessitent des années et des années avant de vraiment être parfaitement éprouvées et parfaitement maîtrisées. Mais le potentiel est déjà là. Hein. Le potentiel est déjà là, on a vécu de bonnes expériences et surtout derrière, bah ils sont carrément à l'écoute en fait des améliorations et tout, donc c'est la meilleure attitude possible et bien entendu, bah comme on l'a dit, quand bien même il y a un bug, bah il relance et donc vous partez pas, vous avez payé mais vous n'allez pas partir avec en mode ah ça marche pas, voilà. Donc voilà, en tout cas on espère que cet épisode vous a plu les amis. Benji, est-ce qu'on clôt de la même façon qu'habituellement? On va la faire en version short parce que la série ne fait que commencer. Ok oui. Donc vous allez pouvoir nous retrouver as usual sur www.puissancepark.fr tout attaché, comme ça c'est le vaisseau amiral où il y a tous les podcasts, la chaîne YouTube. Lorsqu'on fait un live Twitch, bah, vous avez les réseaux sociaux où vous pouvez les retrouver, on en reparlera également. Vous avez les accès à Discord pour pouvoir rejoindre la communauté, échanger avec tous les passionnés et surtout dire si l'épisode vous a plu, c'est aussi important pour nous. Et évidemment, bah, ceux qui ont envie de soutenir notre aventure Puissance Park, bah, utip.io toujours, hein, je pense que vous commencez à connaître l'idée. Et puis on a des jolies petites choses qui arrivent derrière, donc je vous tease un petit peu, mais pour l'instant vous verrez les choses arriver au fur et à mesure. Bref, donc rejoignez-nous sur puissancepark.fr, vous verrez des trucs cool. Voilà les amis, et donc du coup bah, on se dit à la prochaine pour la suite de nos interviews pour le coup à Europa Park. Et vous allez voir, c'est de plus en plus intéressant. Ah oui, clairement. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'encore une fois, comme on le dit comme on l'a dit dans le live qu'on a fait d'ailleurs, allez jeter un œil sur YouTube, il y est ce live si vous le souhaitez. Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur Puissance Park, bien sûr, on parle de parcs, mais aussi on parle des métiers qu'il y a derrière ces parcs. Et si ça peut vous donner des idées de carrière, de choses, bah voilà, c'est une bonne façon. C'est tout bénef pour nous parce que nous on était à une époque où c'était pas encore bien démocratisé, c'était un peu flou le parcours scolaire. Et là on voit que finalement, bah même avec les options qu'on avait à l'époque, on aurait pu bifurquer à un moment. Et l'interview de Mathis et l'interview de notre prochain invité justement, ça aborde pas mal cette question-là. Exactement. Donc du coup les amis, bah on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle interview en direct d'Europa Park. Ciao tout le monde. Auf Wiedersehen.